Bonsoir à toutes et tous. Donc, merci d'être venus ce soir pour la présentation du numéro de Confiance Méditerranée de l'automne 2025, qu'on a intitulé L'Iran face à ses crises. Donc, à la fin de l'année dernière, on présentait déjà ce qu'on a appelé la polycrise iranienne, donc la multiplication des crises dans la société politique, environnementale, régionale, nucléaire. Et donc, on a pris le parti de faire un numéro se focalisant sur les aspects internes, la société iranienne, même s'il y a des articles comme celui de Louise, par exemple, sur les relations entre l'Iran et l'Europe, ou Igor qui a fait l'Iran et la Russie, parce qu'il y a des facteurs externes également, mais principalement centré sur la répression avec Irbod ou le cinéma avec Assad. Donc on a eu cette idée quand même de voir l'Iran de l'intérieur pour échapper un peu au prisme géopolitique que l'on voit parfois un peu trop souvent sur les plateaux télévisés. Donc ce soir, la personne qui parlera en premier, c'est Maître Irbod Derani Hazar, qui va nous parler en tout cas de son article et du prolongement, hein, donc avec le mouvement qui a débuté en Iran le 28 mars et puis la répression qui s'en est suivie. Mais son article s'intitulait Décembre. 28 Ouais. décembre pardon, 2025 et le mouvement qui s'en est suivi. Donc l'article est intitulé La peine de mort en Iran entre sacralisation juridique et instrumentalisation politique. Ensuite, nous aurons Assal Bareri, qui est enseignante-chercheuse en sémiologie et linguistique à l'université de Cergy, Paris, laboratoire Agora. Et enfin, Louise-Marie de Bucher, qui est doctorante en histoire des relations internationales à l'université de Montpellier Paul Valéry et à terre à l'université de Lille. Donc, Maître Irbod Deraniazar, vous avez la parole. Le sujet que je dois traiter est tristement d'actualité. Tristement parce que je dois d'abord partir de là où vous partez et puis vous emmener là où je suis. Là où je suis, c'est que je suis iranien, d'origine iranienne. Je suis arrivé à l'âge de 10 ans en France et en 81. Et je suis président d'une association qui, depuis maintenant, Femmes, Vie, Liberté s'occupe de porter la voix des Iraniens, de la population iranienne en France, et de travailler surtout sur l'outil du droit. En réalité, c'est la continuité d'un travail que je faisais au préalable en étant dans les institutions professionnelles de la profession d'avocat, puisque je suis aussi, où j'ai été, où je suis toujours, mais malheureusement pour elle, je ne peux pas faire grand-chose en ce moment pour elle, l'avocat de notamment Nasrin Sotoudeh, pour lequel je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait eu beaucoup de mobilisations, on avait son image qui était placardée et qui a servi un petit peu d'image iconique un petit peu pour informer sur la situation en Iran et la répression en Iran d'une manière générale, parce qu'on regarde souvent l'Iran sous trois prismes. Le prisme historique, ceux qui connaissent l'Iran historique, la Perse, ils vont toujours commence toujours en disant, n'est-ce pas, oh, ça doit être beau, j'adorerais aller chez vous. Ils nous parlent d'Ispahan, etc. Ceux qui connaissent que dans les actualités, la terreur et l'image de ce que ça crée dans le langage commun. Et puis ceux qui ne connaissent pas et qui font des confusions entre l'Iran et tout un tas d'autres pays et qui font beaucoup d'amalgames. Quelques éléments d'information, l'Iran, c'est trois fois la France en taille. Vous avez des populations allant du blond aux yeux bleus jusqu'aux des gens qui sont complètement d'une couleur noire et qui ressemblent beaucoup à ce qu'on pourrait avoir en Afrique. On a du désert à la montagne, avec la possibilité de skier comme de faire des grosses balades dans le désert. Et on a, d'une manière générale, on a l'impression de dire qu'il y a plusieurs pays en un seul en matière culinaire. Parce que je sais qu'en France, on aime bien, et moi le premier, parler de cuisine. Donc, c'est toujours très épicé, jamais piquant. Vous voyez, c'est un peu le principe. Donc, l'Iran, c'est tout ça. C'est tout ce mélange-là. Mais c'est aussi maintenant, depuis 79, une idéologie qui s'exporte. Cette idéologie, on ne la comprend pas parce qu'on ne l'accepte pas, on ne la connaît pas. En réalité, tous les gens que je rencontre depuis un certain nombre d'années à qui je parle d'Iran, ils me parlent de la République islamique d'Iran, et moi je leur dis c'est la République islamique en Iran. Pour quelle raison? Parce que l'idéologie de la République islamique a vocation à être transportée à l'extérieur. Pour vous en convaincre, j'ai la Constitution, je peux vous lire la Constitution, l'extrait de la Constitution qui le pose. C'est-à-dire, on n'est pas parti sur quelque chose de, on n'est pas parti sur quelque chose de
de ma part qui serait une extrapolation. Moi, je fais du droit, je fais du syllogisme. C'est peut-être parfois moins drôle à regarder qu'à écouter, mais je me base que sur des éléments que je peux utiliser comme dans mon argumentaire. Et par exemple, si je prends la Constitution, je vais vous parler dans le préambule de la Constitution. Vous savez, par exemple, dans notre Constitution, le préambule, ce sont les droits humains, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales qui sont mis en exergue. En Iran, dans le préambule de la Constitution, il y a la notion de armée idéologique. Je vous lis simplement. Dans l'organisation et l'équipement des forces défensives du pays, l'attention se porte sur la foi idéologique de façon à ce qu'elle soit le fondement et la règle. Pour cette raison, l'armée de la République islamique et le corps des gardiens de la Révolution, mais on y reviendra, seront organisés en conformité avec cet objectif et seront chargés non seulement de la sauvegarde et de la protection des frontières, mais également du fardeau de la mission idéologique, c'est-à-dire le djihad dans la voie de Dieu, la lutte dans la voie de Dieu, de l'expansion de la souveraineté de la loi de Dieu dans le monde. Après, il y a entre parenthèses, préparez contre tout ce que vous pouvez comme force et comme chevaux, pour faire craindre ainsi les ennemis de Dieu et vos ennemis, et autres à leur côté, que vous ne connaissez pas, mais que Dieu connaît. C'est le Coran, c'est le verset 7, 60. 8, 60, pardon, excusez-moi. Donc l'idée, c'est de vous expliquer qu'on ne peut pas regarder l'Iran, aujourd'hui, du moins le gouvernement de la République islamique en Iran, comme une entité sur un territoire donné qu'on peut cadrer avec nos regards d'ici. Et on va venir, ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas perdu, je vais venir à la peine de mort comme outil de sacralisation, puisque sa vocation même est d'exporter, ce qui justifie notamment le financement à l'extérieur, une politique de terreur et une- une, euh, un outil d'information et de désinformation continue. Par exemple, je le dis dans l'article, mais une notion qui s'appelle la taqiyya est intégrée. C'est-à-dire, on a le droit, dans le fondement et dans la bonne action, c'est-à-dire dans le cadre de ce qu'on veut porter comme message, on a le droit de ne pas dire la vérité. L'évolution de la jurisprudence, c'est-à-dire qu'on a même le droit de mentir maintenant. Mais ce n'est pas un mauvais mensonge, puisque c'est dans l'objectif de la foi et de la dignité qu'on transporte. Vous voyez? Pareil, c'est dans la Constitution, elle est libre de droit, elle a été exprès traduite, et maintenant, moi, je l'ai diffusée partout, partout, partout. Vous pouvez y aller, vous la retrouverez facilement. D'accord? Bah, la peine de mort, c'est un sujet comme un autre de cette politique. Si vous lisez la notion, c'est-à-dire la peine de mort, si on la prend de notre point de vue, Badinter disait que aucun État ne pourra se dire humain à partir du moment où on aura sur la Terre un seul État qui mettra en œuvre la peine de mort. D'accord? Donc cette notion-là, à l'inverse, la peine de mort est devenue le gardien du temple et le gardien de l'évolution des mentalités en Iran. Et on se rend compte que plus la pression monte, plus le nombre monte. Je pense que je vais vous laisser parler de Massa Amini, puisque j'ai un peu zioté sur le côté. J'ai vu qu'il y avait Massa Amini, donc je ne vais pas vous prendre la primeur du sujet. Mais pour vous donner des chiffres, en Iran, la peine de mort a été prononcée 853 fois et exécutée. 853 fois en 2023, 975 fois en 2024, 1500 fois en 2025. On est au 13 février aujourd'hui. Le chiffre à ce jour est de 417. Et la peine de mort, c'est pas la peine de mort qu'on peut imaginer ici. C'est une mise en scène de peine de mort avec une volonté de peser sur la population. Je vous l'ai dit, moi j'ai connu l'Iran post-révolution et j'ai vu ce que c'était que des gens pendus haut et court et ce que ça laisse comme image. Bah, la peine de mort, c'est des gens qui sont pendus sur des grues sur une place. C'est des gens qui doivent donc sont déshonorés parce qu'on leur transforme le fait de ce qu'ils auraient commis, qui serait, après je peux vous parler des incriminations, hein. Par exemple, on peut avoir la peine de mort pour tout et n'importe quoi, puisque on peut se poser la question de la justice. La justice, elle est liée au droit, le droit est lié au pouvoir central et à l'idéologie, puisque l'ensemble de cette chaîne-là est basé sur ce qu'on appelait la jurisprudence des jurisconsultes. C'est-à-dire, il y a le guide suprême, en dessous, il y a des jurisconsultes, et en dessous, vous avez les autorités. Alors, vous avez une démocratie, entre guillemets. Je mets bien des guillemets, hein,
Pourquoi? Bah, parce que pour pouvoir être élu, il faut être du bon, il faut être choisi. Vous avez un pouvoir judiciaire. Bah, ce pouvoir judiciaire, en réalité, a un cadre très limité. Si vous lisez la Constitution, il y a un titre qui est extraordinaire, c'est l'égalité entre l'homme et les femmes. C'est magnifique. Tout est écrit qu'il y a une égalité parfaite entre l'homme et la femme, dans la limite de la position des jurisconsultes de la foi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'égalité à partir du moment où on décide qu'il n'y ait pas. Il y a l'égalité devant la loi. On a le droit à la liberté, on a la liberté de manifester dans la limite de. Quand ici on parle de procès, on se dit c'est long. Vous voyez, là en ce moment, on a une grande discussion sur comment faire pour améliorer les délais d'exécution, parce que la France a été condamnée plusieurs fois de mise en œuvre des procès et d'exécution des peines. C'est vrai. En Iran, ils ont trouvé le côté très, très, très rapide, hein. Le 7 janvier au soir, le guide suprême a dit que tous ceux qui allaient dans la rue étaient des émeutiers, qui commettaient donc des mohrebe, c'est-à-dire un crime contre la révolution, la religion, et que dans ces cas-là, on pouvait, et mot pour mot, leur casser les reins, la colonne vertébrale, leur briser la colonne vertébrale. Pendant 2 nuits après, aujourd'hui, on a plus de 40 000 morts. Donc le procès, il a été exécuté, il a été tout de suite passé de côté, hein. C'est, il faut les tuer, ils ont été tués. D'accord? C'est vraiment pour ça qu'il faut comprendre que on ne peut pas regarder cette entité juridique qui s'appelle les gardiens de la Révolution, avec ce guide suprême et cette république islamique en Iran, parce que, un, elle a vocation à s'élargir, et deux, elle ne prend pas les mêmes codes que nous. Donc il faut faire très attention. Donc tout ce que je vais vous dire par la suite sur la peine de mort et les différentes incriminations et son utilisation, d'ailleurs je pourrais arrêter parce que je vous ai quasiment tout dit, maintenant on va creuser, mais pour creuser, il vaut mieux lire l'ouvrage. Euh, tout ce que je vais vous dire par la suite ne peut pas être vu de votre point de vue, s'il vous plaît. C'est-à-dire c'est pas un jugement, moi je suis juriste. Comme juriste, je suis obligé de mettre ces éléments factuels et vous les mettre en face. Vous jugez le bien et le mal comme vous voulez. Moi, mon propos, c'est de vous en informer et de vous dire là aujourd'hui, voilà comment ça se passe, très clairement. Il y a plusieurs catégories de peines. Jusqu'à Mahsa Amini, il y avait eu déjà par le passé 1500 morts suite à des émeutes, par exemple, en 2019. Donc, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais il y a, par exemple, dans la prison d'Evin, 15 000 prisonniers. Dans ces 15 000 prisonniers, il y a de nombreuses personnes qui sont condamnées à mort, mais qu'on n'exécute pas. C'est-à-dire qu'on peut les réveiller plusieurs fois à l'aube, les emmener, les ramener. Les emmener, les ramener. Ben, c'est une manière de peser, c'est une manière de peser, et surtout dans la culture iranienne, donc post-révolution, mais d'une manière générale, il y a depuis 1400 ans et la création de ce mouvement particulier de résistance qu'est le chiisme, on ne veut pas non plus en faire des martyrs. C'est aussi ça le principe. Donc on les garde au chaud, on joue sur la famille. Une petite réaction? Non? Non, d'accord. On joue sur ça, mais par exemple, on ne veut pas en faire des martyrs non plus. Donc il faut faire très attention à la limite entre le jugement et l'exécution. Le principe, normalement, jusqu'en 2023, il y avait des barreaux en Iran. Des barreaux libres avec un barreau central. 2023, mouvement Femmes Vie Liberté, du moins qui avait commencé en 2022, mais 2023, il y a eu mise sous tutelle du barreau central. Et donc aujourd'hui, depuis cette période, seuls peuvent être défendus les, entre guillemets, émeutiers que par un nombre très limité d'avocats choisis par le pouvoir central. C'est comme si ici, votre défense était donnée par le parquet, par le procureur. Celui qui vous défend, c'est celui qui doit vous poursuivre. Et, si vous voulez, il y a tellement de manières de prendre cette pieuvre et ces anomalies par rapport à notre vision que je pourrais en faire je vais en faire on peut y aller sur tous les points, sur le pouvoir juridique, sur le pouvoir économique.
Mais tout ça nous emmène à l'actualité, et comme ça, je laisse après de la place pour les questions. Je vous ai dit, il y a des peines de mort qui sont économiques, qui existent, des peines de mort qui sont liées à la religion, au non-respect de la religion, des peines de mort qui sont liées à l'exercice d'une religion, parce que constitutionnellement, il y a des religions interdites en Iran. Alors, par exemple, d'ailleurs, il y a une grande religion sont les Baha'i, mais ce n'est pas la seule en réalité. Il y a d'autres religions qui sont interdites et surtout la conversion est interdite en Iran. Donc, il y a des peines de mort aussi qui sont liées à la moralité, à la bonne foi. Par exemple, en Iran, euh, et puis on n'est pas tous pareils face à la peine de mort. Pour un même fait, une femme peut être labidée, un homme pendu. Ah oui, c'est pas le même. Donc, ça, pour des mêmes faits, il peut y avoir cette distinction. Donc, toutes les catégories sont de crimes, y compris de ce que j'appelle crime, mais ce n'est pas des crimes ici, quoi. Parce que c'est lié à la foi aussi, c'est-à-dire à son intimité. Bah, tout ça peut vous emmener à à la peine de mort. C'est pour ça que je vous disais que c'est vraiment l'idéologie qui l'emporte et pas la sanction que vous en faites. C'est la sauvegarde de l'idéologie. Je reviens sur mes gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution sont les gardiens du temple. Ils ont une force intérieure, une force extérieure. Ils sont organisés d'une manière très structurée, avec une force d'élite qui s'appelle Al-Quds et une force qui, à l'intérieur, qui est le parallèle, qui est le concurrent de l'armée régulière, qui doit amener la force régulière. Et puis vous avez ce qu'on appelle les Bassidj, les gens, et tous ceux qui sont dans les quartiers, et tous ceux qui sont pas de la force armée, mais qui participent à ça, qui participent à ce mouvement-là. Il faut savoir que dans les post-guerre Iran-Irak, les gardiens de la Révolution sont vus attribuer des pans entiers de l'économie avec cette mission autonome de sauvegarder cette idéologie. C'est-à-dire que c'est un État dans l'État. Et mine de rien, la France, bien sûr, c'est le dernier pays qui a poussé à, mais mine de rien, depuis une semaine, enfin, on reconnaît que, même si ce n'est pas encore suffisant en France, puisqu'on ne reconnaît que 20 personnes, mais on ne reconnaît pas le principe, mais le principe de reconnaître que les agissements des gardiens de la Révolution sont peuvent être qualifiés d'agissements terroristes et de les inscrire sur une liste des organisations terroristes, c'est une grande avancée. Sauf que nous, pour nous, on pense que ça va les arrêter. Mais à l'inverse, puisque leur tension à eux, leur organisation à eux, c'est la pression, la répression et la terreur, on a cette difficulté, nous, de discuter avec des gens qui n'ont pas la même cartographie que nous, la même ligne de lecture. De toutes les discussions de géopolitique qu'on peut avoir ensemble parfois sur est-ce qu'on peut discuter, est-ce qu'on ne peut pas discuter, il doit y avoir une intervention armée ou pas. Je ne sais pas trop si je dois creuser, mais je pense que j'ai assez parlé, creuser les différents types de peines de mort ou si je dois vous parler un peu plus de géopolitique et surtout de la situation des jeunes en Iran et de la situation de la population iranienne. J'ai plutôt envie de vous parler de ça parce que c'est l'actualité. La peine de mort, vous allez pouvoir le lire. À l'instant T où je vous parle, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a eu encore des émeutes en Iran, des gens qui vont manifester. J'ai une image il y a 3 jours où une femme s'est retrouvée face à des militaires, du moins pas des militaires, des gardiens de la Révolution, parce que les militaires, ils se sont, pour l'instant, c'est pas parce que ce sont des armes létales et de guerre qui sont utilisées que ce sont des militaires qui les utilisent. Se retrouver. Il y a eu cette phrase qui m'a été rapportée dans un événement d'une personne qui vient d'arriver en France, qui est réfugiée, qui se retrouvait dans cette manifestation, qui a demandé le statut de réfugié, qui nous racontait que elle était en première ligne, elle s'est retournée, elle nous a dit bah, on y va, pour qu'ils comprennent que on peut mourir pour la liberté. Et c'est ce qu'on a perdu ici, c'est de se rendre compte que on a banalisé la mort parce qu'on est dans notre confort et qu'on peut avoir des discussions des heures et des heures sur des sujets qui nous paraissent parfois, par exemple, moi je parle beaucoup de laïcité parce que moi j'ai été accueilli par la France et j'ai vécu l'extrémisme d'un côté et je vois cette notion de laïcité de combat qui existait telle qu'elle a été la plaidoirie de Victor Hugo,
et comment on la vit aujourd'hui comme un combat aussi, et ben, je me dis que on a deux poids, deux mesures parfois dans nos discussions, et que cette jeunesse en Iran qui se soulève avec cette population qui se soulève, ben, en fin de compte, elle le fait pour nous aussi. Parce que les attentats qui sont faits ici, l'organisation, la désorganisation, la désinformation, ça ne vient pas d'une manière spontanée. Il y a derrière un plan politique qui se veut universel, hein, je peux le dire, c'est écrit dans le texte de la Constitution, sa vocation universelle, qui se veut universel et qui allie des forces qui, pour nous, sont souvent considérées comme étant contradictoires, mais qui seront complètement, qui se rejoignent dans cette destinée. Merci beaucoup. Donc, pour faire la transition, je vais me permettre de citer sur les dialogues avec la République islamique William Burns, qui était le dernier directeur de la CIA, et qui a dit ceci sur la République islamique après les négociations qu'il a conduites entre 2013 et 2015 sur l'accord sur le nucléaire. Il a dit l'Iran est trop grand et trop dangereux pour qu'on l'ignore, mais trop intransigeant pour qu'on ait un dialogue constructif avec. Donc c'était le dilemme des Américains, c'est-à-dire, parce que la solution spontanée pour un diplomate, c'est d'ignorer. Mais on le voit aujourd'hui avec les tensions militaires, ignorer la République islamique d'Iran, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a cette difficulté, je pense, en Occident, de répondre aux défis de la République islamique. Et ce qu'on va trouver en Occident pour te donner la perception, jusqu'à récemment, ça vient de changer heureusement, des chancelleries occidentales, c'était le jeu du modéré, du conservateur au sein de l'establishment de la République islamique. Donc ceux qui voulaient avoir un dialogue, ils disaient, regardez, il y a des modérés, il y a un Comme des président réformateurs, modéré. En ce moment, il y a les réformateurs. voilà, donc il y a cette possibilité de dire, il y a un modéré, on peut parler avec le président, et les autres qui disent non, parce qu'il y a la Constitution, il y a le guide. Et d'ailleurs, le système est fait d'une telle manière, pour compléter ce que disait Irbod, que le guide ne parle qu'aux pays musulmans ou aux alliés, c'est-à-dire la Russie, la Chine, ceux qu'ils perçoivent ne sont pas des alliés, mais des partenaires stratégiques. Par exemple, le président français, lui, parlait toujours au numéro 2 de la République islamique. Le président, mais jamais au guide suprême. Il n'a pas accès. Donc c'est un système aussi qui, face à l'ennemi, face à l'adversaire, donc là aussi, les Occidentaux sont très clairement qualifiés dans la constitution d'adversaire, d'ennemi. C'est écrit. C'est écrit. Donc, premier groupe, c'est les pays musulmans. Deuxième, c'est les non-alignés. Et troisième, c'est le reste. Mais le reste, c'est une terre ennemie qu'il faut conquérir, etc. Et donc, c'est pour ça que le système est fait d'une telle manière que quand vous dialoguez, et d'ailleurs, le vice-président J.D. Vance a dit ça d'ailleurs, récemment, il a dit, c'est étonnant, on ne dialogue pas avec celui qui décide. Donc, ils l'ont compris, la seconde administration Trump. Donc, c'était étonnant, cette éclair de lucidité qui est apparue en Occident. Mais c'est important parce qu'il y a eu quand même, pendant des décennies, ici en France notamment, une illusion sur la possibilité de dialoguer et la possibilité de réforme en République islamique. Donc là, je pense que le débat juridique, l'approche constitutionnelle, Jusqu'à avant-hier, on nous clarifie. a dit, le ministre des Affaires étrangères a parlé de violence d'État en Iran. Les 40 000 morts, il a dit de violence d'État. Juridiquement, j'ai amené la définition. Les violences d'État, c'est ce qu'on peut. C'est une bavure, quoi. C'est éventuellement les gilets jaunes, si vous voulez. Après, il y a quand même la France, enfin, je ne suis pas là pour représenter le Quai d'Orsay, mais quand même, qui a une activité au Conseil des droits de l'homme, à l'ONU aussi, il y a eu le discours de Jérôme Bien sûr. Bonafont, qui est différent. Donc, il parle de crimes contre l'humanité potentiels quand ils ont l'approche juridique française soutient quand même depuis Femmes, Vie, Liberté, la Ah oui, mission d'établissement des faits. mais Donc, j'aime bien mettre les mots. oui, oui, bien C'est sûr. vrai. Après, il y a plusieurs discours, de toute façon, parce que le président aussi, il y a la question de la présence diplomatique en Iran. Donc, c'est une question complexe d'un point de vue diplomatique, parce qu'il y a l'idée aussi du diplomate de maintenir le canal de discussion. Et donc, ça, c'est aussi un but en soi qui, face à un tel système, rend la question que tu as posée fondamentale. Mais je pense que, quand même, depuis les décisions récentes, on est dans une forme de clarification et la situation interne au pays est en train d'apparaître aux yeux des Occidentaux. Mais je vais m'arrêter là pour laisser la parole à Assal qui va nous parler du cinéma iranien. Bonsoir. Merci Clément de m'avoir en tout cas donné cette tâche de parler de cinéma iranien. Quand j'étais en train de vous regarder Irbod, en fait, je pense que c'était bizarrement, mais dans ma tête, j'étais en train de me dire comment je vais faire
en fait, pour faire un lien entre ce que je vais dire et ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est éclectique ce soir, à l'image, je pense, du livre, l'Iran face à ces crises. Donc moi, je vais vous parler du cinéma iranien puisque il est très important, bien sûr, sur la scène nationale, mais aussi internationale. Et je vais vous parler donc un petit peu, un petit résumé de ce que j'ai écrit sur les mutations en fait du cinéma iranien post-Femme vie liberté. Donc un cinéma que j'appelle cinéma de Femme vie liberté. Et donc, c'est pour ça que dans mon introduction, Irbod a vu sur les papiers que je voulais parler en 2 secondes, en fait, de ce que c'était le mouvement Femmes, Vie, Liberté pour rappeler, et je le rappellerai jusqu'au moment où je n'aurai plus besoin de le rappeler dans aucune conférence. En septembre 2022, une jeune fille de 22 ans, kurde, qui passait à Téhéran pour visiter la ville, est arrêtée par la police des mœurs. Et à la suite de son arrestation, elle tombe dans le coma et elle meurt quelques jours après. Et donc cette mort, et donc elle a été arrêtée bien sûr, entre guillemets, parce qu'elle avait mal porté son voile. Et donc, cela a créé en fait un mouvement sans précédent en Iran à partir donc, de septembre 2022. Je ne vais pas rentrer là-dedans puisque là, je vais vous parler du cinéma, mais c'est important de situer en fait ce cinéma-là dont je veux vous parler, puisque il y a eu en fait une forme de... et j'avais un PowerPoint aussi, si vous voulez le mettre, ça serait bien. Merci. Parce que comme je vais vous parler de quelques films, ça serait bien de voir au moins les affiches de films. Je vous dirai quand il faut le changer. Et donc, ce cinéma, en fait, qui est à l'image du courage des gens en Iran. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je ne vais pas expliquer en fait la censure en Iran. Après, dans vos questions, vous pouvez me poser les questions. Dans l'article, je l'ai expliqué aussi. Donc, il y a une censure très forte en Iran en ce qui concerne le cinéma iranien. Donc, il y a plusieurs autorisations. La réalité des choses au niveau politique, au niveau de la représentation de la femme, ne sont pas tout à fait, disons, au miroir de la société iranienne. Donc, en fait, le spectateur avait toujours besoin d'avoir un filtre de compréhension pour comprendre le cinéma iranien, n'est-ce pas? Et donc, à partir du mouvement Femmes, Vie, Liberté, les cinéastes, sans se concerter, ils ont décidé en masse de ne pas demander les autorisations. Et comme il y avait un tel courage chez les jeunes dans les rues en Iran, le cinéaste socio-réel, celui qui a toujours essayé tant bien que mal en Iran de faire en sorte en tout cas d'être un miroir, pas tout à fait parfait bien sûr, des revendications des Iraniens. Donc ce cinéaste-là, donc plusieurs, ils ont décidé de se dire, à l'image de ce courage-là, on va ne plus demander les autorisations et donc on va essayer d'être encore plus proche de l'image, de la représentation de la jeunesse en Iran et de leurs revendications. Et donc, c'est de cela que je voudrais vous parler. Donc, vous pouvez changer le slide. Donc, je vais vous parler après aussi, merci. Donc, je vais vous parler d'abord de ce que c'est ce qu'on appelle le cinéma underground. Le cinéma underground en Iran, ce que les chercheurs, en fait, l'ont appelé comme ça, cinéma Zirzamini, en fait, c'est un cinéma qui est né en 2009. Bon, avant, bien sûr, il y a des films de jeunes à l'université qui ont été faits sans autorisation. Mais pour que le mouvement soit connu, il a fallu attendre 2009. Il y a eu le grand mouvement de contestation qui s'appelait le mouvement vert, le plus grand mouvement de contestation depuis la révolution iranienne. Et à ce moment-là, en fait, donc l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad et son ministère de Culture était devenu très dur avec les cinéastes, que ce soit les documentaristes ou les cinéastes fiction. Et donc, à ce moment-là,
il y a beaucoup de cinéastes, notamment les deux qui sont devenus très connus par la suite ici, donc Mohammad Rassoulov et Jafar Panahi, qui ont été, qui ont eu des peines assez rocambolesques, on peut dire ça comme ça, mettre donc de 20 ans d'interdiction de travail pour Panahi, interdiction de sortir du pays, ne pas parler donc à aucun média, etc. Et donc, ces cinéastes-là, ils ont, encore une fois, sans se concerter, ont décidé de faire quand même des films parce qu'ils ne savaient pas faire autre chose. Et donc, ils ne demandaient pas les autorisations. Et donc, ils ont commencé à faire des films chez eux, dans les endroits fermés, peu de jours, peu de caméras, etc. Et ils essayaient en tout cas de montrer ces films à l'extérieur. Et donc, c'est de là qui est né en fait le cinéma underground, par l'interdiction en fait, finalement. Et par la suite, et donc à ce moment-là, c'était un cinéma qui, notamment celui de Panahi, qui parlait plutôt de Panahi lui-même, de ses problèmes, de ses peines, etc. Donc je vais donc clore cette partie de 2009 et donc on revient à 2022 où il y a un nouveau élan pour le cinéma underground. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est plus parce qu'on interdit à tel ou tel cinéaste de faire des films, mais c'est parce que en fait les cinéastes ont décidé d'eux-mêmes de suivre la rue, n'est-ce pas, et donc de faire un cinéma sans autorisation de A à Z, n'est-ce pas? Et donc à ce moment-là, on commence à avoir des sujets qu'on ne voyait plus, qu'on ne voyait pas en fait dans le cinéma post-révolutionnaire, et on a commencé à avoir une image beaucoup plus proche de la réalité, notamment de la représentation de la femme, qui est mon dada depuis très très longtemps. Je travaille sur la représentation de la femme dans le cinéma. Et ça, c'était quelque chose de très inédit pour le cinéma iranien. C'est-à-dire que d'un coup, en fait, on a vu des femmes non voilées dans les endroits où elles peuvent être non voilées par la loi iranienne, c'est-à-dire dans leur lit, sur leur canapé, ce qu'on ne voyait pas avant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à voir, c'est que je prends toujours l'exemple de Panahi parce qu'en ce moment, il est très, très connu en France. Donc, ça vous parle plus, je pense. Mais vous voyez, par exemple, que ce soit Rassoulov ou Panahi, depuis 2009, ils font des films underground, sans autorisation, avec des sujets assez acerbes. Néanmoins, ils restaient toujours dans le cadre des autorisations iraniennes, même s'ils ne demandaient pas les autorisations. Parce qu'il vivait en Iran, parce qu'à ce moment-là, il était impensable qu'on enlève le voile, en fait, hein, ou montrer une scène de toucher entre hommes et femmes, etc. Et donc, si vous regardez tous ces films interdits de Rassoulov ou de Panahi qui ont été faits de 2009 jusqu'à 2022, les femmes sont voilées, on n'a pas des scènes de contact, on va dire, entre les corps, hommes et femmes, etc. Donc, dans un certain limite, on restait dans ce cadre-là parce que ces acteurs et ces actrices, ils voulaient aussi vivre en Iran, continuaient aussi à quand même, disons, ne pas aller en prison, etc. Mais 2022 a changé quelque chose. C'est-à-dire que même les actrices, elles ont dit, s'il y a tant de jeunes femmes dans la rue qui ne portent plus le voile, pourquoi moi je porterais en fait ce voile-là à l'écran et je donnerais cette fausse image de la société iranienne? Parce que le cas du cinéma iranien est très particulier parce que avant 2022, oui, dans l'espace public, tout le monde était voilé par le voile obligatoire. Donc, s'il y avait des cinéastes qui essayaient d'être toujours dans la rue, dans les avenues, etc., c'est parce que ça collait plus à la réalité par rapport à la censure et le port obligatoire du voile, par exemple. Tandis que, bien évidemment, à la maison, que ce soit en 2022 ou en 79 ou en 82, une femme chez elle, elle va pas porter le voile pour faire, en fait, vous savez, son bof à l'aubergine toute seule chez elle avec le foulard ou dormir avec quelque chose sur... Et le cinéma iranien était obligé, même les meilleurs réalisateurs qui essayaient toujours de trouver des astuces, mais c'était quand même une grammaire assez particulière. Donc certains avaient décidé de ne plus montrer la femme à l'écran, d'autres avaient décidé de faire que l'espace public, donc toutes ces astuces-là.
Mais donc 2022 a changé quelque chose. Et donc je vais revenir particulièrement sur quelques cinéastes. Est-ce qu'on peut passer sur... je vais vous donner le nom de quelques films qui ont été importants en fait pour le mouvement de cinéma Femmes et Liberté. D'abord, un film que personne ne connaît ici et ailleurs, qui s'appelle Moi, Mariam, les enfants et 26 autres personnes. Donc, c'est Man, Mariam, Batcheha, va 26 نفر دیگر. Donc ça, c'est un film très intéressant de Farshad Hachemi qui a été filmé juste une semaine, enfin, au moment de vraiment en fait de la naissance de Femmes Vie Liberté. C'est une équipe d'amis qui décide de se dire ben, on va faire en fait un film sans autorisation. Pourquoi on le ferait pas? Ce n'est pas du tout un film politique, c'est un film qui parle d'ailleurs en fait du tournage d'un film de court-métrage. Et donc, alors pour le film n'a pas eu de distribution, le réalisateur n'est pas connu, donc c'est pour ça que personne ne l'a vu ici, mais en fait, je suis quasi sûre que c'est le premier film fait en fait, que je pense, considérer comme le film Femme, vie, liberté. Après, si les gens m'entendent et que vous pensez qu'il y a un autre film avant celui-ci, je suis preneuse en tant que chercheur dans le domaine. Et donc, ce qui était très intéressant dans ce film, c'est que comme il montrait un tournage de film autorisé de court-métrage dans son film, donc on avait les deux versants. Le versant du film dans le film. Vous voyez le film autorisé, donc on voyait cette femme voilée même dans son privé. Et après, quand on venait dans leur vie, on voyait que en fait, les gens ne sont pas voilés, etc. C'est un film vraiment sans prétention, mais qui mérite en fait d'être nommé. C'est pour ça que je le nomme, parce que je pense que c'était les premières jeunes qui ont décidé de se réunir pour se dire, en fait, on va faire un film ensemble comme ça, et on va pas demander les autorisations. Donc, c'est fait dans un appartement, etc. Ensuite, il y a donc Chronique de Téhéran, de Ali Asghari et de Ali Reza Khatami. Qui est vraiment donc un film qui est sorti, hein, donc les autres films que je vais vous montrer, ils sont sortis ici. L'importance de ce film, en fait, pour le mouvement cinématographique Femmes, Vie, Liberté, il y a des gens qui l'ont vu ici, oui, en fait, c'est un film qui est fait en 5 jours de tournage. 5 jours de tournage. En général, c'est 2 mois, hein, un tournage. En fait, quelques mois après septembre 2022, les deux cinéastes, donc Asghari, il est entre l'Italie et l'Iran, et Khatami, il est plutôt au Canada, etc. Ils partent en Iran. En 5 jours, ils font ce film dans l'urgence, en fait, dans une urgence. Ils ne parlent pas du mouvement Femmes et Liberté, de ce qui se passe, etc. Mais ils parlent avec 9 plans séquences face caméra de l'absurdité du quotidien de l'Iranien face à l'administration. Et ce que l'autorité, en fait, fait avec le citoyen en Iran. Donc, ça peut être donc, une dame dont le chien est pris par la police, ou le cinéaste, en fait, qui va voir le monsieur de la censure et qui lui dit « Cette page-là, tu l'enlèves. Non, on peut pas tuer le père, tu l'enlèves. La femme, elle peut pas. » Et en fait, lui, il commence à tout déchirer, il lui reste 3 pages. Donc, l'absurdité, et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour dans ce film, mais c'est quand même profondément triste, en tout cas pour l'Iranienne, que pardon, c'était maman, d'un coup, j'étais bouleversée d'un coup. Pour l'Iranienne que je suis, et ayant vécu ce genre de situation, moi j'ai vu ce film en fait au Festival de Cannes, les gens ricanaient beaucoup, et moi j'avais envie de pleurer, tout en comprenant l'humour du film, hein, en fait. Et donc je pense que c'était aussi, c'est pour ça qu'il a eu du succès. Mais cette urgence, en fait, du film a fait qu'il y a eu, en fait, un dispositif très particulier. Certains n'ont pas aimé le film parce qu'ils ont dit c'est pas un film de faire 9 plans séquences et de les coller les uns les autres parce qu'il n'y a pas vraiment de montage, vous voyez. Il y a eu, et dans la foulée des 5 jours, en 2 semaines, ils ont fait le montage, ils ont envoyé le film à Cannes, vous voyez.
Alors, je vais passer au film suivant, si vous le permettez. C'est Les graines du figuier sauvage, n'est-ce pas, aussi présent au Festival de Cannes primé. Donc de Mohamed Rassoulov, qu'on ne présente plus en France. Et alors l'importance de ce film, pourquoi je le nomme ici, c'est parce que c'est le premier film. Quand j'avais écrit l'article, l'éditeur m'avait dit, mais pour chaque film, vous dites le premier, c'est pas possible. Mais ils sont toujours en fait pionniers dans quelque chose. C'est pour ça que je les avais choisis. Donc après, j'ai dû choisir différents mots. J'ai dit, bon, bah, je vais enlever le premier, je vais mettre autre chose. Mon français n'était pas à la hauteur des demandes de l'éditeur, je crois. Et, On donc, signalera au rédacteur en chef que tout le monde connaît ici. C'était vous. et donc, les graines de... C'était toi? Et donc, C'était pas la seule. J'ai eu aussi, t'inquiète pas. donc, Les graines du figuier sauvage, pourquoi il est important dans le cinéma Femme, vie, liberté? Parce que c'est le premier film, chers collègues, qui montre en fait clairement, il fait une représentation du mouvement Femme, vie, liberté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'intrigue est autour d'une famille qui vit le mouvement Femme, vie, liberté. Et donc, le réalisateur va utiliser les images réelles des citoyens, parce que comme déjà d'un côté, parce que il était dans un cinéma interdit, underground, il ne pouvait pas avoir des figurants et faire des scènes de manifestation. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider d'utiliser des scènes déjà filmées auparavant par le citoyen journaliste, n'est-ce pas, qui devient journaliste malgré lui. Et donc, à ce moment-là, il va le montrer en écran vertical pour dire que ce n'est pas lui qui a filmé, ce sont des images de téléphone portable. Et comme ça, en fait, il va immortaliser le mouvement Femme, vie, liberté dans un film de fiction. Et on sait que les fictions restent beaucoup plus, disons, pérennes dans la tête des gens que toutes les images qu'on peut voir en fait sur toutes les chaînes d'infos à la longueur de la journée, n'est-ce pas? Entre la neige en Ardèche et les 40 000 tueries en Iran, en fait, on ne sait plus où donner la tête quand on regarde les infos. Tandis que quand on regarde pendant 3 heures un film, ça reste. Et donc, et comme ça, il rend hommage en fait aux acteurs et actrices de ce mouvement. Et ce film, j'imagine qu'il doit être assez intéressant pour vous, puisque ça parle en fait d'un homme qui doit donner les ordres des exécutions sur le champ sans lire les dossiers, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est quelque chose au niveau juridique qui est quand même très particulier. Je vais passer au suivant, si vous voulez bien. Mon gâteau préféré, c'est un film aussi important dans le mouvement Femme, vie, liberté, donc fait par Maria Moradam et Beata Sanaya, qui sont un couple qui sont en ce moment, qui ont pas mal de problèmes juridiques en Iran. Alors, ce film, pourquoi il est important pour... Alors, c'est très intéressant, je vais vous dire un secret qui n'est pas un secret, c'est que en fait, ce film a été écrit avant le mouvement Femme, vie, liberté. Ça m'avait vraiment fait quelque chose quand je l'ai su, c'est-à-dire qu'il était écrit juste avant le mouvement, et il est du coup en fait très annonceur de quelque chose, parce qu'ils avaient décidé, ces deux réalisateurs, d'avoir une actrice sans voile dans leur film, et de parler en fait de la sexualité et du désir féminin ici à travers donc d'une septagénaire, mais l'idée de se dire, de parler en fait d'un sujet aussi problématique pour la République islamique, parce que le désir féminin dans le cinéma iranien, jeune ou vieille, ça a toujours été un grand problème pour la censure iranienne. Et une femme septagénaire dans le cinéma iranien, on avait toujours demandé que les femmes, notamment âgées, elles doivent avoir toujours une image très sacrée et purifiée, parce que la mère, en fait, doit avoir toujours cette image purifiée et sacrée. Donc, elle doit faire des prières, etc. Et donc, en fait, avant le mouvement Femme, vie, liberté, ils écrivent ça et ils demandent à l'actrice de ne pas avoir. Et donc, le moment où ils vont commencer le tournage, en fait, Mahsa Jina Amini est morte. Et donc, en fait, il y a quelque chose comme ça où
c'est pas toujours le cas dans le cinéma iranien, et je pense qu'ils ne le savaient pas, mais je pense qu'ils avaient senti qu'il y a quelque chose. Parce que c'est vrai qu'il y a eu le mouvement Femmes, Vie, Liberté avec la mort de Mahsa Amini, et bien évidemment, du coup, les filles se sont mises dans les rues, elles ont enlevé le voile obligatoire. Mais néanmoins, ce n'est pas quelque chose qui est né là. Cette demande, en fait, des libertés, on va dire, vraiment basiques de l'humain, en fait, est là depuis la Révolution. Le mouvement des femmes existe depuis. Et donc, petit à petit, le cinéma, donc en fait, c'est une ouverture. Et donc, ça, c'est pour ça que il est intéressant donc je le considère comme un film de mouvement Femmes, Vie, Liberté. Il est sorti beaucoup plus tard ici, mais en fait, voilà, il avait été écrit en été 2022, tourné septembre-octobre 2022. Je vais passer pour terminer assez vite sur mes deux derniers exemples. Là, c'est mon dernier, en fait, celui-là. C'est donc un simple accident, bien sûr, de Jafar Panahi. Palme d'or donc pour l'Iran, deuxième palme d'or avec Kiarostami. Et donc, c'est celui qui va représenter très bientôt la France pour les Oscars, puisqu'il a eu un producteur français. Donc, c'était possible pour lui. Euh, donc, un simple accident. C'est un film qui est donc bien sûr très important parce que c'est un film de Panahi et qui a été quand même le maître du cinéma underground depuis 2009. Et l'intérêt, c'est de voir en fait comment Panahi lui-même, il a changé depuis 2009. C'est-à-dire que même s'il était dans un cinéma interdit, ses films étaient centrés sur lui-même. Il était toujours dans ses films, la caméra était tournée vers lui. Et en fait, cette interdiction qu'il avait de ne pas filmer, il avait envie de se montrer puisqu'il ne pouvait pas se montrer. Donc, il y avait quelque chose de très paradoxal dans cette démarche un peu freudienne de la part du cinéaste. Et en fait, dès lors que sa peine est enlevée, au bout de 15 ans, il avait 20 ans au bout de 15 ans, c'est intéressant de savoir que ce film est fait au moment où il n'était plus sous le coup en fait d'interdiction de travail, mais il s'est dit de toute façon, je ne peux plus aller demander des autorisations, donc ce que je veux faire, je vais le faire comme je sais le faire et comme je l'ai toujours fait. Mais comme il n'avait plus dans sa tête en fait ses mains liées, du coup, il fait un film qui n'est pas du tout tourné sur lui, mais qui est tourné vraiment sur la société iranienne avec plusieurs personnages qui, pour lui, en tout cas, doivent être des archétypes des différentes pensées en Iran, même si, en fait, il ne les explique pas. Mais tout spectateur iranien verrait celui qui est plutôt réformateur, celui qui est plutôt royaliste, celui qui est plus femme vie liberté. Donc, en tout cas, l'Iranien voit dans le film les archétypes des personnages. L'intérêt aussi, que ça soit notamment dans le film de Rasulov, mais aussi le film de Panahi, c'est de voir comment ces artistes qui ont été empêchés en fait, depuis des années, ils deviennent de plus en plus radicalisés dans leur manière de faire du cinéma et de dire des choses. Quand vous regardez des premiers films de Panahi et de Rasulov, donc pour Panahi dans les années 90 et pour Rasulov dans les années 2000, vous verrez une forme de poésie minimaliste, en fait, qui est très artistique. Et en fait, petit à petit, vu toutes les interdictions qu'ils ont subies, leur cinéma, qui est très aussi aujourd'hui à l'image finalement de la rage de l'Iran actuel, ce sont des films qui sont des films de rage, des films de colère. Même si, par exemple, quand vous parlez avec Panahi, il vous dirait que son film est un film anti-violence. Bien évidemment, je comprends l'idée. Mais quand on regarde en tout cas ces films-là, on voit l'urgence, on voit l'explicite, ça, parfois, pour les Iraniens, c'est un peu trop. Parce qu'en en fait, il y a un format dans ce cinéma Femme, Vie, Liberté très didactique qui veut dire quelque chose au monde. Il y a ce besoin du cinéma underground, l'urgence de dire quelque chose avant que ça soit trop tard, en fait. Je me demande d'ailleurs quelle est cette échéance, combien de morts, en fait, il faut avoir. Et donc,
Donc voilà un petit peu, donc l'article est bien évidemment beaucoup plus complet avec différentes catégorisations, etc. Mais là, je voulais donc être un petit peu plus dans un format parole. Donc vous avez vu, je n'ai pas lu sur les papiers, c'est plutôt pour me rassurer. Et donc après, on pourra se parler plus amplement si vous avez des questions. Voilà, merci beaucoup. Merci Assal. On Déjà, va passer la parole à Louise maintenant Oui, oui. pour terminer sur l'Iran et l'Europe, pour voir aussi, parce que c'est vrai qu'on est en France, donc c'est intéressant d'avoir cette histoire, ces tentatives de dialogue, je crois que ça s'appelait le dialogue critique et ensuite le dialogue constructif. Donc tu vas nous raconter tout ça, Louise, c'est à toi. c'est l'ascenseur de l'écriture, hein, c'est elle. Merci. C'est la relectrice, si on veut. Alors, merci beaucoup Clément, merci beaucoup à l'IREMO d'avoir organisé cette table ronde. En effet, je précise que je suis secrétaire de rédaction, c'est-à-dire que je me fais attention aux petites phrases, mais c'est vrai que mes étudiants ont tendance à dire que je suis un petit peu trop exigeante sur les Donc formulations. ça a amélioré le texte. Voilà, c'est comme ça que je l'ai C'était compris. constructif, c'est comme le dialogue. Merci. Alors, mon article s'intitule Les enjeux du dialogue critique euro-iranien. Dans cette présentation, je n'avais pas forcément prévu de faire une présentation aussi explicite que vous des articles par rapport au mien, puisque voilà, dans le format, je m'attendais davantage à une discussion, mais pour vous donner quelques éléments des clés de compréhension de mon travail. Donc, je suis historienne spécialisée en relations internationales et spécialisée sur la diplomatie française et notamment, et donc également avec le volet européen. Euh, et tout particulièrement la diplomatie française à l'égard de la République islamique d'Iran, puisque c'est comme ça, c'est le nom de l'État. C'est comme ça qu'on l'appelle en relations internationales. Mais je comprends tout à fait la nuance et c'est très important, je pense, de la souligner. Et donc cet article, en fait, il était plus ou moins assez ambitieux pour le petit format qu'il représente. C'est l'objectif de faire un panorama de plus de 50 ans de relations diplomatiques entre l'Union européenne et l'Iran. Et d'expliquer un petit peu ce qui a été développé pendant l'ébauche de débat de tout à l'heure entre Clément et Airbud sur cette petite naïveté finalement que les représentants de l'Union européenne, les représentants donc européens ont eu euh, en cherchant à dialoguer avec un régime qui cherchait d'une certaine manière à leur tordre le bras. Et ce, avec plusieurs épisodes. Hein, donc, c'est pas, ça va être compliqué de tout vous expliquer, hein, mais les années 80 sont, en parallèle de la guerre Iran-Irak, sont des années où justement on essaye un petit peu de forcer la main aux Européens pour les conduire en tout cas à faire des choix diplomatiques entre l'Iran et entre l'Irak, et éventuellement à choisir le camp de l'Iran. Ça passe également sur les contrats d'armement, les contrats économiques, voilà, pour essayer de désenclaver l'Iran qui est complètement mis sur la touche par les États-Unis. Vous n'êtes pas sans savoir que 1979, après la révolution islamique et après, donc à partir de novembre 1979, la prise de l'ambassade américaine à Téhéran par les jeunes révolutionnaires iraniens marque un point de rupture dans les relations entre États-Unis et Iran. Et donc, de fait, parce que le nouveau régime iranien est acculé, essaye par tous les moyens de trouver des supports et des soutiens, notamment avec l'Union européenne. Donc en fait, c'est là mon point de départ de cette réflexion. Et donc cet article propose un panorama de 50 ans, hein, même plus. Enfin, non, même plus, non, 47 ans en réalité, hein, parce qu'on a fêté, vous avez vu, hein, les 47 ans de la Révolution, c'était il y a quelques jours. Et donc, on a en fait, cet article est assez dense parce qu'on a plein d'aléas. Ce sont des cycles de tentatives de discussion, des cycles où en fait on essaie de rompre les relations. Et donc, on a tendance donc vous avez entendu parler, hein, j'imagine, des sanctions européennes qui. Pardon, donc vous avez entendu certainement parler des sanctions européennes qui ont été promulguées et qui ont été réactualisées. On en parle beaucoup. Et on dit que ces sanctions européennes, depuis 2011, sont les premières qui ont été promulguées par l'Union européenne. Dans les faits, ce n'est pas vraiment vrai.
On a deux exemples de sanctions européennes qui ont été promulguées. La première, elle date de 1980, justement à l'issue de la prise de l'ambassade américaine par les révolutionnaires. Et un deuxième exemple des sanctions européennes date si je n'ai pas pardon, parce que je l'ai plus en tête, de 1989, évidemment, avec l'affaire Roujdi, l'affaire des versets sataniques. On pourrait aller un peu plus en détail, mais en réalité, le détail est dans l'article, donc vous pouvez le lire. Je vous encourage. Voilà. Donc, en fait, ce qui est intéressant quand on s'intéresse aux relations diplomatiques que l'Iran conclut avec alors, je vais utiliser le terme de partenaire. C'est un terme qu'il faut évidemment nuancer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Iran a cherché à avoir comme partenaire l'Union européenne. Elle a cherché, et c'est pour ça elle a même été prête à certains moments, à certains endroits, à faire des compromis et à essayer de mettre en œuvre une politique un peu plus d'ouverture à partir de la mort de l'ayatollah Khomeini de 1989. On a un nouveau cycle un petit peu dans la politique étrangère iranienne qui est porté par le nouveau président Ali Rafsanjani et vers lequel donc on passe on passe de la politique de la République islamique qui est ni Est ni Ouest République islamique à une politique étrangère qui est davantage tournée vers le Nord et le Sud. Donc on essaye de lancer un petit peu, donc défiler et voir qui va les prendre pour développer le commerce, sortir d'une situation économique critique, puisqu'on est après la guerre entre l'Iran et l'Irak qui a complètement dévasté déjà la démographie iranienne, l'économie iranienne, la société d'une certaine manière, et donc on est dans cette recherche de reconstruction. Et ça, ce sont des facteurs, les facteurs de la reconstruction, qui sont importants à prendre en compte pour comprendre pourquoi on a ces cycles dans la politique étrangère iranienne et pourquoi, à partir des années 2000, ces cycles se referment. Puisque, vous le savez, à partir du milieu des années 2000, même la fin des années 2000, c'est le mouvement vert, on en a parlé, c'est l'élection volée de Ahmadinejad, avec un tournant beaucoup plus conservateur, très conservateur, avec un refus et une réaffirmation d'une politique anti-occidentale, anti-États-Unis, anti-Israël évidemment, et anti également Union européenne, avec lesquelles là d'un coup on refuse. C'est là où le débat, on en a parlé ça a été mentionné tout à l'heure, mais pas le débat, mais la petite guerre interne qu'on a pu voir donc dans les instances de pouvoir iraniennes, elles sont visibles par rapport justement à ce dialogue avec l'Iran. Dialogue critique, dialogue global et compréhensif à partir de 1997. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que et c'était là aussi un des points que je voulais amener dans mon article et peut-être aussi pour donner des clés de compréhension par rapport à la position européenne aujourd'hui, euh, qui semble un petit peu, alors très normative en fait, elle est très symbolique. On en a parlé. Là, on a la volonté, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas encore inscrit, les gardiens de la Révolution ne sont pas encore inscrits sur la liste des organisations terroristes. C'est une proposition qui a été discutée en Conseil des ministres des Affaires étrangères européens, mais pour l'instant, ce n'est pas acquis. Et cette déclaration, et si cette déclaration a été mise en œuvre, il faut savoir qu'elle n'est que symbolique en réalité, puisque des actions ont déjà été prises, il faut qu'elles soient poursuivies, évidemment, mais là on est davantage sur le registre du performatif et du normatif. Directement, le jour même, le lendemain, on a eu des déclarations de la part du ministère des Affaires étrangères iranien qui a, euh, en réponse, condamnait également les diplomates européens en disant qu'ils étaient également des terroristes. Enfin, bref, on tombe sur la tête, on marche sur la tête, mais voilà, tout ça pour dire que dans cet article, j'ai cherché à donner des clés de compréhension sur cette politique européenne et de voir qu'elle a
mine de rien aussi, hein, c'est une réflexion plus globale et qui s'élargit par rapport au sujet iranien, mais cette perte un petit peu de pouvoir, cette perte un petit peu d'influence qu'on peut voir de l'Union européenne, qui, autant dans les années 2000, était plus ou moins forte, en tout cas, elle cherchait à s'imposer, et elle a eu des terrains sur lesquels elle s'imposait, notamment dans le dossier iranien. La fin des années 90, euh, l'Union européenne s'est opposée et elle s'est opposée à la loi d'Amato qui a été votée quelques années plus tôt. La même loi d'Amato qui est rebrandie par les États-Unis à partir de 2007, là tout de suite, on n'a plus, les Européens n'ont plus les moyens, n'ont plus les outils de s'y opposer. C'est intéressant de pouvoir montrer en fait que les mêmes mécanismes sont mis en place à 10 ans d'intervalle, mais d'un coup, en fait, la puissance de réponse n'est plus la même. Et donc, quels sont les facteurs qu'il faut analyser? Voilà, on n'est pas que sur du... euh, voilà, on n'est c'est pas... mais donc voilà, finalement, c'était ça l'objectif de mon article. Je pense que j'ai assez parlé, je laisse la place au débat, merci. Merci Louise. Oui. Juste pour compléter, parce que j'ai vécu cette période que tu mentionnes de rupture en Iran. J'étais à Téhéran, à l'Institut français de recherche en Iran à ce moment-là. Et j'ai vécu en fait cette fin de la relation économique entre la France et l'Iran. Mais c'était pas évidemment ce que tu dis est vrai. Hein, c'est la puissance normative américaine. Et ça, Jean-Pierre Chevènement l'explique très bien. Il disait ce que pouvait faire Charles de Gaulle, par exemple, dans les années 50, 60 face aux États-Unis, n'est pas ce que pouvait faire Giscard d'Estaing dans les années 70, ni ce que pouvait faire Mitterrand dans les années 80, ni ce que pouvait faire Chirac dans les années 90, et encore moins Sarkozy, Hollande, qui là ne pouvait plus rien faire face à la puissance normative des États-Unis. Donc il y a ce phénomène, il existe. Il est même, on peut le faire remonter plus loin. Mais là, c'était un choix politique hein, de la diplomatie française en 2007-2008. C'est ce qu'on appelait Merkozy. C'était Angela Merkel et Nicolas Sarkozy qui avaient décidé, en fait, pour des raisons pas du tout liées aux droits humains ou à la situation interne en Iran, mais qui étaient liées à l'objectif de non-prolifération nucléaire, de sacrifier les intérêts économiques de la France en Iran, parce qu'il y avait cette idée que le nucléaire prime sur tout le reste. Donc c'était une analyse qui avait été faite au niveau de ce qu'on appelle les stratégistes. Et donc c'est un choix politique interne à la France, mais c'est vrai que c'est une question polémique, parce que ensuite, ceux qui défendent leur politique disent que c'est le contexte qui avait changé. Donc il y a des débats là-dessus, parce que c'est vrai que c'était le président Ahmadinejad qui était au pouvoir en Iran. Il y avait notre relation avec Israël, il y avait notre relation avec nos partenaires aussi dans la région. Donc il y avait une dimension de politique régionale. Donc évidemment, il y a une rupture, un changement dans l'analyse de la politique iranienne, puisque je l'ai vécu de l'intérieur. Mais donc ça a créé des tensions, hein, parce que quand vous mettez en jeu des intérêts économiques, et on peut comparer, c'est intéressant, à ce qui s'est passé en Russie après 2022. On a beaucoup parlé d'iranisation de la Russie, notamment dans le Financial Times. Et donc on voit aussi des points communs entre donc ce partenariat économique, puisque l'Europe était le premier partenaire économique de l'Iran, donc devant la Chine, devant la Russie, jusqu'en 2006-2007. Donc la rupture, la Chine va dépasser l'Union européenne à cette période-là aussi. Donc ces choix politiques ont des conséquences et c'était le regard vers l'Est. Mais ce qu'il faut savoir sur ce dialogue, c'est que il a produit des effets économiques, mais seulement économiques. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres volets. Exactement, c'est ça. En C'est fait, ça qui est important. Donc, toute cette discussion qu'on a eue sur est-ce qu'on peut dialoguer avec la République islamique au début, oui, mais si on sert aussi les intérêts de la République islamique. Et c'est là où vous voyez, parce que souvent sur l'Iran, il y a deux camps. Il y a ceux qui défendent les droits humains qui sont qualifiés de faucons, en fait, parce que tout de suite, on va associer la défense des droits humains avec des projets d'intervention militaire. Donc le débat est biaisé, vous voyez. Et de l'autre côté, il y a ceux qui sont pour la stabilité et soutien au régime autoritaire. Donc voilà, la paix ou les droits humains. Donc on nous demande souvent sur l'Iran, sur le plan politique, de se positionner de manière biaisée. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et c'est pour ça que les questions qu'Irbod a soulevées aujourd'hui n'étaient pas traitées. Par exemple, dans les études iraniennes, pendant plusieurs décennies, il n'y a jamais eu de recherche sur les sujets qui ont été faites en Iran. Par exemple, à l'Institut français de recherche en Iran, c'était des sujets interdits. Donc pas que dans le cinéma iranien. Donc ça, ce débat qu'on a là aujourd'hui est fondamental parce que il touche aussi à notre capacité à comprendre l'Iran et quels sujets pouvaient être abordés. Même vous qui êtes consommateur de médias, les journalistes n'avaient pas le droit qu'à aller en Iran de traiter ces sujets-là. Et donc, ce qui a fait aussi, ce qui est intéressant dans la discussion et dans ce numéro, je pense, c'est de voir qu'on n'a pas vu cet autre Iran surgir
parce que la capacité de contrôle de l'information de la République islamique à travers les réseaux économiques, la volonté d'entretenir un dialogue avec nos autorités ici, dans le cadre diplomatique, ou encore la capacité à contrôler le récit des médias, ou le récit des artistes, des sportifs, de la culture, donc de tout ce qui fait qu'on va avoir une image du pays qui est différente de celle des chaînes d'infos en continu que tu mentionnais à juste titre. J'ai beaucoup apprécié ce passage de ton intervention. Et donc, était quand même problématique aussi pour ceux qui s'intéressent à l'Iran en Occident. Ils ont eu un regard biaisé sur l'Iran depuis 1979. Donc ça, il faut le savoir aussi parce que il y a eu beaucoup de désinformation sur l'Iran. Donc je pense que la victoire aussi des manifestants en Iran, c'est d'avoir aussi déconstruit cela. Vas-y, on va. L'Iran a aussi changé. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que évidemment. c'est une population jeune, c'est une population qui est une exception dans les pays musulmans, puisque le taux de natalité n'est pas atteint. Donc il y a une perte de confiance. Et c'est une population hyper connectée. C'est-à-dire que les universités sont vraiment, ils sont remplis avec une majorité notamment de femmes. Donc c'est une population, c'est un pays de contraste. Donc le regard extérieur sur le pays, moi dans les premières discussions que j'avais quand j'allais dans des endroits où on m'expliquait au nom de Nowruz, on me parlait que des printemps arabes et des exemples des révolutions qui ont eu. Et quand je disais, mais dans le cadre de la transition, il y a des outils onusiens qui existent, mais il faut les adapter au pays. Parce que vous me disiez, par exemple, la première étape, c'est de s'assurer qu'il y a une langue commune et une alphabétisation. Je disais, OK, sauf que là, en Iran, c'est pas cette question. Il y a eu deux révolutions blanches, il y a une langue commune, il y a des régions différentes, mais il y a une langue commune et les gens ont une culture commune. Et deuxième contraste, c'est qu'on voit que ces jeunes-là, qui ont vu que le genre... parce que, alors je ne connais plus exactement le taux, mais je crois que c'est... il y a 80% qui ont moins de 40 ans. Si le chiffre, il y a un chiffre, l'autre soir, la sociologue l'a donné, je me rappelle. 70% qui sont nés après 79, c'est celui-là qu'elle a Voilà. donné, je pense. Donc, voilà, donc c'est énorme. Qui n'ont pas connu Qui l'avant n'ont la pas révolution. connu l'avant la révolution. Donc le taux de natalité, c'est 1,6. Donc, Voilà, donc on est loin. 1,4 pour cette année. Et donc, ces gens-là, Parce qu'avec ils la se crise sont du passeport, réappropriés. donc, la France, c'est 1,6, 1,7. Donc, Ces gens-là se sont réappropriés la démographie. des symboles qui, même ceux qui ont fait la révolution, moi, les gens que je connais qui ont fait la révolution, ils avaient à peu près perdu ces types de symboles. Par exemple, tous les jeunes qu'on connaît en Iran, bon, les gens, quand je parle avec eux, ils connaissent mieux le Shahnameh, qui est le livre des rois, et donc qui est l'équivalent du... je sais pas, Il n'y a pas mais de l'Iliade pour voilà, c'est qui a été fait en résistance avec l'islamisation pendant, et donc c'est vraiment la culture. Ils le citent comme des poèmes, comme leurs parents citaient le Hafez. Donc c'est vraiment, il y a cette culture qui le nombre de tatouages de Ahura Mazda, par exemple, il paraît que les tatoueurs tatouent tous des Ahura Mazda. Donc c'est vraiment un truc, cette population est entre 2009 et aujourd'hui. 2009, c'était déjà ces jeunes-là, mais ils ont mûri, maintenant ils ont des places dans la société et ils ont une attente pour leurs enfants. Et c'est pour ça qu'on retrouvait dans les manifestations, vous avez toutes les générations qui ont été tuées. On va peut-être passer aux questions. Tu veux dire quelque chose? Vas-y. C'est un truc, c'est intéressant parce que moi, comme je vois tout par le prisme de cinéma, en fait, quand tu dis par exemple IFRI ou enfin les instituts de recherche, etc., où on n'a jamais travaillé sur tel sujet ou sur la peine de mort, etc., mais en fait, il suffisait juste de regarder le cinéma iranien. Le cinéma iranien, il y a tellement de films en Iran qui parlent de ce sujet qui paraît tabou. En fait, ici, on pense qu'en Iran, c'est tabou, mais ce n'est pas du tout tabou. La société civile, dont les artistes, en fait, s'en saisissent. Il y a tellement de films. Un des premiers films de Farhadi, Asghar Farhadi, à l'époque, il n'était pas du tout connu ici, Les Enfants de Belleville, Shahreziban. C'est un film, par exemple, qui parle exactement de ça. Et la peine de mort, c'est un sujet dont le cinéma iranien, en fait, s'en raffole d'une certaine manière, parce que ça suscite beaucoup de débats et les artistes essayent de sensibiliser d'abord la société pour essayer, en tout cas, de voir s'ils peuvent après changer les lois. Ce qui est, voilà, ça a toujours été Ce serait intéressant. compliqué de voir ça.
euh, mais de dire au moins on sensibilise la société contre la peine de mort, etc. Ou par exemple, quand là, tu parlais de l'unité de la langue, etc. Dans les années 80, il y a eu Bachou le petit étranger de Bahram Beyzaï contre la guerre Iran-Irak, qui parlait déjà, qui montrait l'unité de l'Iran à travers, en disant il y a différentes langues, mais ils parlent tous le persan dès lors qu'ils prennent le livre, en fait, le cahier de l'école. Et il montrait si bien, en fait, la différence entre le sud et le nord, cette diversité extraordinaire de l'Iran, et toujours cette unité, parce que Beyzaï était très connu pour cet amour, en tout cas, qu'ils avaient pour la langue et l'unité de l'Iran. Et il a fallu attendre 40 ans pour que ce film soit acheté par un distributeur, grand distributeur, donc MK2, il y a 2 ans, restauré et qu'il soit présenté en fait au Festival de Venise et primé. Mais 40 ans après, tandis que dans les années 80, personne ne s'intéressait ici à ces questions-là. En fait, quelle est l'unité de l'Iran? Quelle est cette langue qui les unisse dans toute cette diversité, etc. Et donc, il a fallu qu'il y ait des mouvements, et notamment le mouvement Femmes Vie Liberté, pour que, en fait, tel distributeur, tel festival remonte en arrière en disant, il y a 40 ans, on a fait un film, en fait, sur l'unité de l'Iran contre la guerre et sur ce personnage féminin extraordinaire qui est quand même, qui peut être une des racines, disons, des femmes libres du cinéma iranien, quoi. Les prénoms dans les films, les Oui. prénoms sont tous comme les prénoms des jeunes, ce sont tous des prénoms qui sortent des livres des rois. On montre les gentils comme avec ces prénoms-là et les méchants avec les autres prénoms, un peu plus que la génération d'avant moi avait utilisé. On va, Mais, on va- pardon, moi, je voulais juste rebondir rapidement parce que sur la question quand même de la peine de mort, ce qui est intéressant, c'est que on a quand même, au niveau des institutions européennes, on a beaucoup de travaux qui ont eu lieu justement sur la question des droits de l'homme et sur la question de la peine de mort. Parce que c'est vrai que ça, je ne l'ai pas expliqué, hein, mais toute la base du dialogue critique et la base ensuite du dialogue global, et qui fait qu'à partir de 2007, en fait, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel commencent à revenir un petit peu à changer les priorités. La base, c'est la question des droits de l'homme. L'erreur un petit peu qu'ont fait les Européens, c'est de conditionner un entremêlement de différents domaines, à savoir, il faut l'imaginer un petit peu de manière un peu presque pyramidale. La base, c'est les droits de l'homme. Ce qui fait que si on ne négocie, si on tergiverse et si on n'est pas intransigeant sur les droits de l'homme, on ne peut pas débloquer le niveau supérieur. Le niveau supérieur, qu'est-ce que c'est? C'est la question économique. C'est le fait d'avoir des engagements et des contrats économiques. Hop. Et ensuite, au-dessus, bref, tout ça pour arriver ensuite sur la question du nucléaire. Le dialogue critique puis global à partir de 97, c'est l'entremêlement de la question du nucléaire avec l'intransigeance, l'intransigeance, ou en tout cas le domaine des droits de l'homme comme étant une condition sine qua non de tout enjeu de négociation entre l'Union européenne et la République. C'est comme ça que c'est, non, mais c'est comme ça que c'est censé. Ça, c'est le texte, non, mais après, Voilà. la pratique diplomatique, Avec un Non, mais prisme, bien sûr avec que un prisme de, voilà, de la légalité Oui, interne. oui. Non, mais ce qui fait que quand on a, à partir de 2007, un renversement où là, on dit le nucléaire, en fait, revient sur comme étant une priorité, elle l'a toujours été, mais la question du nucléaire iranien, elle date pas de 2007, elle date pas de 2003 non plus, parce que c'est, enfin, la révélation des Moudjahidines du peuple, elle s'est faite pour l'opinion publique, mais ces enjeux-là de un programme nucléaire iranien, c'était quand même, mine de rien, pas nouveau, en tout cas, il y avait des soupçons qui étaient faits. Et donc, c'est pour ça que dès la fin des années 90, on parle justement de d'entremêler tous ces enjeux sécuritaires, politiques, sociaux, économiques et la question des droits de l'homme. Donc ça, c'est assez, enfin ça c'est quand on regarde un petit peu les documents d'archives, les textes d'archives, voilà, c'est assez intéressant de voir que on décide quand même à un moment donné de dire non, nous ne transigerons pas sur ces questions-là tant que la question des droits de l'homme, et en fait comme on sait que la République islamique a quand même une politique des droits de l'homme qui est très dure et qui est depuis les années 60, depuis les années 80, surtout depuis les années 90, est très dure. On sait qu'en fait, on fait un peu aussi miroiter quelque chose. Voilà. Donc là, quand on parle de cycle enfin, et de volets de discussion, mine de rien, il y a toujours en fond
D'où l'idée enfin, c'est ce que j'expliquais un petit peu, la puissance normative européenne, elle ne peut pas, en termes de principe, normalement, transiger sur les droits de l'homme. Non, mais après, au niveau Alors, local, Non, quand on voilà. est du point de vue de l'État, des relations bilatérales, Oui, mais non, déjà, c'est moi, pas, ce que j'ai c'est pas sur constaté, la dimension bilatérale, là, c'est plus la question justement oui, régionale, multilatérale. il n'y a pas de politique européenne, à mon avis. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y a une concurrence entre les pays européens, par exemple l'Allemagne, la France, l'Italie. Ils se battent pour ils avoir étaient des d'accord sur une contrats. chose. Non, mais oui, Mais non, mais c'est des réunions sur les Oui, droits il y humains. avait un accord. ils ont des contrats, exactement. D'accord. Ils ont créé une équation qui était celle de dire que on regardait ça au regard de la légalité interne. Et donc l'Iran leur a mis face à eux, regardez nos textes, nous ne faisons qu'appliquer notre droit, et donc vous touchez à notre souveraineté. C'est donc, et à chaque fois qu'ils ont, donc c'est pour ça que c'est à chaque fois de la fumée. Quand on parlait des années 80, la pression des années 80 sur l'Europe pendant la guerre, c'était les attentats terroristes. Donc il y avait une pression. Quand on parle des années 90, notamment pour la France, 89 et même avant, 87, puis ça s'est continué. La pression sur la France, c'était des arbitrages sur des dettes françaises par rapport à l'Iran. Donc on se retrouve toujours avec cette histoire Qui ont des intérêts. des intérêts et des lignes à ne pas franchir qu'on franchit parce qu'on se cache derrière des textes qui donnent l'impression qu'on permet de dire, oui, mais en fin de compte, il y a un droit applicable, ce serait une ingérence de rentrer dans ce droit applicable. Ils ont quand même rompu à cette époque le Oui, dialogue. ça, Je me rappelle parce qu'il n'y avait plus que la Suisse, parce que la Suisse représentait les intérêts américains. ça, c'est Par exemple, tu 87. allais dans les prisons, je me rappelle moi à l'époque, les diplomates suisses m'expliquaient qu'eux, ils avaient encore accès. Et c'est vrai que les Européens à cette époque-là, sur le terrain, même, hein, à travers leurs ambassades à Téhéran, ils faisaient des réunions pour se coordonner sur des projets de sanctions. Donc ils avaient déjà basculé dans autre chose. Mais le dialogue, je D'ailleurs, pense qu'il n'y a pas de désaccord, mais simplement, c'est pas. mais c'est d'ailleurs Cette pour ça que la question-là n'a pas Constitution a évolué, hein. évidemment, il n'a pas produit de résultats. Par exemple, il voulait ouvrir une ambassade ou une représentation de l'Union européenne. Donc, on a entendu parler de ça pendant des années et des années. Ils étaient sur le point, Bruxelles, d'envoyer des diplomates en Iran. Ça, c'était le grand rêve européen. Oui. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais réussi, parce qu'en face, il y avait l'intérêt de la République islamique, c'était de diviser les Européens. Ils y arrivaient très bien. Oui, voilà, c'est Parce ça. qu'il y avait quand même l'Allemagne qui avait 5 milliards de commerce, la France 3, Après, l'Italie 4. il faut Donc il y avait des recontextualiser aussi. enjeux quand même qui étaient de compétition entre eux. 28 juillet 1989, il modifie justement la Constitution. Oui, la seconde Parce République que islamique. c'est ce qu'on appelait la seconde, parce que justement, il y avait cette prise de conscience qui a eu lieu, et ils ont adapté pour dire, bah, allez, je vous en mets une couche, et pour pouvoir maintenant encore vous endormir pendant 20 ans. Oui, puisque c'était l'époque aussi de la société civile islamique, la démocratie islamique. Donc la République islamique avait adopté son discours à la fin du communisme, à la fin de la guerre froide. Et donc il y avait toute une vague de droits de l'homme islamique. Et donc les Suisses rencontraient, je me rappelle très bien, ils me racontaient, alors ils disaient, les Iraniens essayaient de convaincre les Suisses de la supériorité du système juridique iranien. Et donc les thèses qui étaient faites, je me suis trompé tout à l'heure, il y avait des thèses qui étaient faites sur les droits de l'homme islamiques. Par contre. Ah oui, bien ça sûr. beaucoup. Donc ça, il y avait Alors, je crois qu'ils disaient une du grande droit- tendance dans le milieu du universitaire. droit humain islamique. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que justement, Oui, il disait que il y c'était a- très large. Et que Donc c'était pas il y parce a- que- il y a eu cette. En fait, c'était de la guerre informationnelle, si vous voulez, ce qu'on appelle aujourd'hui une guerre des narratifs. Bien sûr. Donc les Européens disaient, nous, on est normatifs, et eux disaient, nous aussi, nous sommes normatifs, et convertissez-vous à l'islam, et vous progresserez. Donc c'était ça le dialogue, si vous voulez. C'est comme les dialogues interreligieux avec la République islamique. Quand ils rencontrent le Vatican, quand ils rencontrent d'autres religions, il y a quand même un jeu entre eux. Chacun produit son propre discours. Et d'ailleurs, si vous regardez les médias officiels de la République islamique, quand ils parlaient de ces dialogues, c'était vraiment un discours qui était destiné à l'extérieur. Donc, c'est à l'intérieur, encore une fois, ils étaient dans la promotion d'un modèle qu'ils estimaient supérieur. Donc, le dialogue est resté très superficiel, à des niveaux bureaucratiques, comme tu as expliqué, avec ce Ça jeu exerçait de d'autorité. Et donc, finalement, les Européens dialoguaient avec des ministres ou des sous-ministres qui n'avaient aucun pouvoir en République islamique. Donc, par contre, avec les Russes, c'était très différent, parce que moi, j'ai fait ma thèse sur l'Iran et la Russie. Et là, sur les dialogues interreligieux entre le clergé chiite iranien et l'Église orthodoxe de Russie, là, vous voyez ce que le système pense. Donc, sur les homosexuels, sur les minorités, sur l'Occident, sur le 11 septembre, même, ils ont des dialogues assez intéressants. Et là, c'est ce que pense la République islamique. C'est là qu'on va le trouver, avec les Russes. Mais avec les Européens, c'était vraiment un écran de fumée.
Et donc, je pense qu'il y a eu une clarification. C'était un écran de fumée pour avoir justement, dans leur intérêt, et notamment un de leurs intérêts, c'est là où je voulais rebondir un petit peu sur le papier d'Irbud, sur l'instrumentalisation également De la peine de mort. avec les infractions liées au trafic de stupéfiants. Parce que, Oui, bien parce sûr, que là, parce que les accords de coopération euro-iraniens sur la lutte contre le trafic de drogue et des c'est stupéfiants majeur. étaient majeurs. On a Les chiens, la France a envoyé des chiens. des chiens. Un renifleur. On a environ 3 millions de livres, de livres sterling qui sont investis par le Royaume-Uni dans les années 2000 pour justement, dans la lutte Contre le trafic de drogue, contre le ouais. trafic de drogue en C'est Iran. de la drogue qui Et transite en fait, d'Afghanistan. voilà, et donc on C'est un avait tiers. vraiment cet aspect-là parce que c'était dans l'intérêt Oui, oui, iranien et ils ont réussi en fait c'est un jeu. voilà, c'était un jeu quoi. Et la contrepartie Mm. comment on appelle, des condamnations et des sanctions à l'Iran a été que, par exemple, Mahaner, qui est la compagnie officielle des gardiens de la Révolution, transporte 30% de la drogue dans le monde. C'est devenu la voie normale de 30% de la drogue dans le monde et qu'ils ont investi le champ de la drogue pour justement, c'est comme le champ de la crypto-monnaie. Mm. Aujourd'hui, en Iran, il y a un problème de sanctions. Ben, en Iran, il y a un stress hydrique parce que l'eau des barrages est dévoyée vers les zones de minage, des usines de minage, et que c'est un pays devenu dans les plus gros pays de minage de crypto. Donc c'est vraiment, il y a ils sont très agiles. En fait, c'est toute Mais ils cette ont une idée. idéologie. Oui, mais c'est ça. Le problème, c'est qu'en fait, c'est l'idée qu'on peut avoir un effet sur un système politique comme ça. C'est la question fondamentale. Et s'ils ont la bombe atomique, Et donc, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir une influence sur un système comme la République islamique de l'extérieur? C'est là où il y a toujours eu ce débat. Et on n'aura pas la réponse. Mais... Merci, si vous voulez, pour cet angle d'attaque, effectivement, voilà, que je ne connaissais pas, ou très peu, si vous voulez, sur la Constitution. Et donc, ça nous permet, si vous voulez, en fait, effectivement, de mieux encore cerner la nature obscurantiste et idéologique du régime de Mullah. Et que par ailleurs, si vous voulez, en fait, si je reprends aussi effectivement votre propos, Clément, sur et à la fois effectivement votre exposé sur, si vous voulez, si vous voulez, effectivement, les négociations. Donc, vous avez fait d'ailleurs référence effectivement à Vince, au bout de 47 ans. Il aurait pu, si on veut effectivement lire peut-être vos ouvrages, pour comprendre enfin effectivement si oui ou non il y a possibilité sans parler même de négociation, de dialogue entre les deux parties. Donc, en fait, aujourd'hui, si vous voulez, pour revenir sur l'actualité, donc, quelle est donc, du coup, la démarche qui a été engagée depuis quelques semaines, enfin, quelques semaines plus particulièrement, du côté, évidemment, de l'équipe Trump, en guise de nouveaux négociations? Qu'est-ce que ça signifie, si vous voulez, quand on voit, effectivement, on trace depuis 47 ans l'échec permanent, interminable, si vous voulez, effectivement, de la non-négociation, no-dialogue, pour les raisons, évidemment, que vous avez évoquées. Donc, ce serait intéressant, si vous voulez, de nous donner votre avis. Et je vais finir avec une autre question, si vous voulez, sur le coup, pas de négo, ou aussi une négociation d'un accord très, très primaire. Vous êtes juriste, on a souvent entendu parler depuis depuis un mois de l'article du principe de R2P, donc la responsabilité, si vous voulez, effectivement, des États membres qui ont signé un accord depuis 2005, si vous voulez, pour intervenir et de façon militaire, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, si vous voulez, notamment, si vous voulez, parce qu'on se pose la question sur la dimension légale, oui ou non, et la posabilité, si vous voulez. Et là, il ne s'agit pas tout simplement, en quelque sorte, je dirais, de l'intervention américaine, mais de l'intervention sur la côte de tous les États. Et là, je voudrais mettre l'accent davantage, effectivement, sur l'Union européenne. Et enfin, je termine, si vous voulez, sur l'inscription, évidemment, des gardiens de la Révolution qui n'a aucun effet. Donc, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est-à-dire que si, effectivement, ça ne marche pas, que c'est symbolique, ça veut dire qu'est-ce que donc, concrètement,
Est-ce que ce sont les gels légères? Est-ce que quand il s'agit simplement des gardiens de la Révolution, on parle de 20 personnes ou on parle de 20 000 personnes? Enfin, concrètement, si on ne peut pas faire une intervention militaire, y a-t-il d'autres interventions, selon code, de façon beaucoup plus, je dirais, objective, palpable, que ce soit voilà, des gels, des points. Excusez-moi, C'est davantage une question sur le plan du droit. Ce que vous nous avez décrit de la constitution iranienne, c'est une théocratie. C'est la seule dans le monde, à ma connaissance. Quelle relation il y a entre, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme relation entre le droit international et une théocratie? Alors, Arendt parlait de fascisme, hein. Dans les travaux d'Arendt, c'est du fascisme. Si je prends les travaux post-période nazisme, la définition théocratie aujourd'hui, c'est le terme. Et alors, en corollaire, qu'est-ce que la Cour pénale internationale a fait face au massacre qui a eu lieu récemment en Iran? Est-ce qu'il y a eu une condamnation? Je compléterai sur. Est-ce que les questions sont liées? Oui, ils sont liés là. C'est pour ça. L'ignorance de ce pays, dans mon pays, je suis américaine et je vis ici depuis longtemps, est abyssale, vraiment. J'ai une question à propos de l'éléphant dans la salle. Et je crois que elle est mentionnée dans le livre, mais dans l'histoire récente de l'Iran, comment vous évaluez le rôle de l'Israël par rapport aux États-Unis, et pas seulement de Trump, mais bien avant, et ce qui se passe maintenant? Quand on parle de violence, il y a beaucoup de gens qui sont indignés par ce qui se passe normalement, ce qui se passe en Iran, silencieux sur ce qui se passe en Palestine. Donc, est-ce que vous croyez que l'Israël n'a pas vraiment un rôle comme je vois qu'elle a? Merci. Alors, vos questions, il y a 3 niveaux de questions. Par le droit, il y a 3 sujets. Mais je ne vais pas faire du droit, je vais faire de la négo. Je suis par ailleurs prof de négo depuis un certain nombre d'années. Et dans la négo, il y a des techniques d'influence et de suggestion. Est-ce qu'on peut appeler symbolique en droit peut avoir une position importante dans une négociation? Quand l'Europe, l'Espagne et l'Italie ont accepté de se ranger avec les autres pays en disant on va inscrire, d'accord, ils ont fermé une voie de négociation qui était ouverte avec des dignitaires représentants des gardiens de la Révolution, qui étaient ceux qui venaient discuter, si vous voulez. Donc, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on appelle symbolique. En réalité, c'est une fermeture de porte. C'est-à-dire, on met la porte au nez. Les Iraniens, tout de suite, ont mis le pied dans la porte. C'est une autre technique qui se met en miroir, en général, de la porte au nez. En mettant le pied dans la porte, ils ont obligé de monter d'un niveau. Ce qu'on dit souvent dans les écoles de négociation, quand on apprend à négocier avec les Iraniens, parce qu'il y a une technique de négociation qui vient depuis la route de la soie, qui s'appelait le Vassati. On mettait les gens au milieu. C'était des gens qui apprenaient toutes les cultures et et c'est l'ancêtre de l'arbitrage ici. On disait qu'il ne commencera à négocier que quand vous pensez que vous avez gagné. D'accord? Donc on a l'art du Tarov qui est vraiment le jamais dire non. On utilise beaucoup le oui mais, ça veut dire non. Donc, si vous voulez, il y a toute une culture à comprendre et qu'on a malheureusement beaucoup perdu. Moi, j'ai recommencé les études à 33 ans pour devenir avocat. J'hésitais à faire le concours de secrétaire général d'Orient. Et puis, on m'a expliqué qu'il faut que. Ils avaient fermé les postes parce qu'on parlait moins avec les Iraniens et que. Comme 2006. 2006, voilà. En 2011. Voilà, donc on m'a dit, il n'y a pas de poste. Donc, il n'y a pas de poste. Je dis, je vais aller faire des études, je vais devenir avocat. Voilà. C'est un bon. Vous voulez, c'est quelque chose. Sur le droit, il peut faire beaucoup de choses, y compris en prenant juste ces 20 personnes qui sont sur la liste. Pourquoi? Parce que le droit, c'est un texte et après des gens qui l'appliquent. La base générale du droit international, c'est la défense de la vie humaine. La souveraineté est une notion qui est liée à un territoire, à une population. Elle est donnée à un État
et en contrepartie la notion d'ingérence sont des notions de droit qui sont données en contrepartie d'un État qui protège sa population, qui lui donne à boire et à manger, et qui peut subvenir à ses besoins. Et la responsabilité internationale, d'accord, c'est que si cet État-là est un État oppresseur, c'est le terme qui existe, directement ou indirectement, bah, il y a la possibilité d'intervenir. Donc, les outils juridiques internationaux qui ont été mis en place post-Seconde Guerre mondiale, c'était dans ce contexte-là. Sauf que le Conseil de sécurité tel qu'il existe aujourd'hui à l'ONU, avec la Chine et la Russie, sont des entités qui ne laisseront pas passer la demande qu'il pourrait y avoir d'une intervention, par exemple, au titre même du droit humanitaire en Iran. Ça existe, hein. Au titre du moins, non, je parle vraiment de là. Pour le coup, je suis sur mon sujet. Je connais beaucoup moins les autres sujets, donc je suis un peu monomaniaque, excusez-moi, mais comme je connais mon sujet, j'en parle. Et puis quand je ne connais pas, on m'emmène parfois sur les télés à me parler, faire le tutologue, et je dis non, je ne sais pas. Et je dis tout simplement, je ne connais pas, ça les dérange. Et je me fais gronder à la fin, et ils me disent, mais c'est votre avis qu'on veut. Je fais que je n'ai pas d'avis. Quand je ne connais pas, je n'ai pas d'avis. C'est juste ça. Donc, Quelque chose de sain. et donc, à partir de ce moment-là, il y a tout un mouvement du droit qui existe et qui a vocation à faire changer et à mettre la pression. Et le R2P, ce n'est que ça. En 2005, c'est face à des blocages que ça a été, cette notion est créée. Prendre le cas de l'Iran, il y a plusieurs actions qui ont été mises en œuvre depuis un certain nombre d'années. J'ai eu la chance d'aller porter, par exemple, la création d'un nouveau crime, j'étais à New York pour ça, à l'ONU, d'apartheid sexuel ou de genre. La conséquence, c'est quoi? Ce qu'on ne sait pas, c'est que l'Iran a signé la Convention de Singapour, qui est celle qui est basée sur la notion d'apartheid. Elle ne l'a pas ratifiée, mais elle l'a signée. Mais on sait aujourd'hui que dans la jurisprudence de Rome, c'est-à-dire de la Cour pénale internationale de La Haye, dans cette jurisprudence-là, à chaque fois qu'il y a apartheid, il y a une action possible. Vous soyez signataire ou pas signataire. C'est ce qu'on appelle l'effet de la jurisprudence. Après, il faut que soit créé un tribunal autonome, mais ça ouvre des portes. Sur le R2P, aujourd'hui, on ne peut pas. Si je prends brutalement, je suis en droit, je vous dis, en droit positif actuel, on ne peut pas. Ça, c'est la question qu'on aura. Maintenant, on peut en réalité, si un pays, prenons la France, a décidé de se remettre au centre du débat de cette négociation internationale en disant, moi, drapeau, étendard des droits de l'homme, je veux peser et autrement, et donner une alternative, je pose la question au Conseil de sécurité. Conseil de sécurité refuse, je vais à l'Assemblée et je pose la question à l'Assemblée sur la base de l'article 377 et je demande à ce qu'il y ait un vote de l'Assemblée qui soit prise pour une intervention dite humanitaire en protection de la possibilité civile. Bah, ça marche. C'est le bypass. Sauf que il faut que le pays, il y ait un pays qui a un siège à ce conseil qui prenne l'initiative de le faire. Ne me regardez pas en disant alors, c'est pas moi qui vais le faire. Moi, je fais du bas du pied, je tape des pieds et des mains toute la journée pour qu'un pays le fasse. Donc, ne me demandez pas à moi. Ça, c'est sur le volet juridique. Ça existe. Pardon. Non, un seul. Ça, c'est le volet juridique, on vient de le faire. Il y a le volet économique, on l'a vu. Sur la question d'Israël, moi, je ne veux pas rentrer dans des polémiques entre nous. En droit de la guerre, j'ai écrit un article très long sur ça. En droit de la guerre, on doit comparer des choses qui sont comparables. En droit de la guerre, on a toujours ce qu'on appelle la force belligérante et le droit de répliquer. Aujourd'hui, par exemple, en Iran, je parle très facilement. Pourquoi? Parce que la force belligérante, c'est un État qui a fait venir des milices étrangères pour tirer y compris à l'intérieur. Si vous voulez, ça nous emmène à discuter sur le droit de la guerre et sur cette notion de proportionnalité d'intervention sur ce qu'est ou n'est pas le Hamas en Palestine, ce qu'est ou n'est pas, ne sont pas les influences extérieures. Et si vous voulez, on commence à partir sur un sujet qu'on peut refaire ici. Hein. On pourra faire une deuxième conférence. Mais si vous voulez, qui n'a rien à voir. Dans le sujet qu'on a là aujourd'hui, ils ne sont pas comparables. Ces deux. Après, si vous voulez, je vous donne des chiffres pour marquer. En Iran, sur 2 nuits, c'est l'équivalent de Nagasaki. C'est plus de 40 000 morts aujourd'hui connus. On sait qu'il y a plus de 100 000, blessés et disparus. Donc, on ne sait pas combien il y aura de morts plus tard. Mais aujourd'hui, c'est ça. Donc, ça marque plus
C'est juste. Donc, je pense qu'une vie humaine, et c'est ça qui fait peur, c'est qu'on peut avoir l'impression de comparer des choses alors que le droit international n'est pas fait pour ça. Il est fait pour une qualification. À partir du premier, on peut commencer à mettre en œuvre des outils. À partir de la masse, on va créer crime contre l'humanité, crime de génocide, crime de guerre, crime de masse, oppression, et qu'on appelle les disparitions forcées, c'est un autre terme. Vous voyez? Donc, et là, on a des grades, et c'est les articles de la Convention de Rome, et puis surtout les enfants. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié aussi le traité de New York sur les enfants, qui est aussi un pan tout à fait qui permet d'agir en Iran aujourd'hui. Donc, les outils juridiques, on les a, mais il faut qu'aucun juriste, sans avoir un appui politique à un pays hôte, ne peut les mettre en œuvre. Il y a eu au Suède, il y a eu des actions qui ont été menées parce que des juristes ont réussi le droit suédois. Mais par exemple, on imagine un Français qui est ici, qui veut porter plainte parce qu'il a été otage en Iran ou qu'il a eu un proche qui est décédé. Le droit français le permet. On pourrait porter plainte et avec l'extraterritorialité du droit pénal, on pourrait le faire. Mais ce n'est pas des choses qui aujourd'hui sont en place. Nous, on fait des plaintes, hein, on fait des plaintes, on nous dit à chaque fois, pourquoi? Parce qu'un juriste, il doit faire bouger le droit quand le droit n'est pas adapté à la situation. Et donc aujourd'hui, on doit travailler sur les textes post-Seconde Guerre mondiale. Moi, je voulais peut-être rebondir justement pour préciser. Hein, donc, il faut faire la distinction. En fait, c'est surtout ça que je voulais faire. C'est de démystifier l'idée que inscrire les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes allait changer quelque chose dans la mesure où il y a déjà des actions qui sont mises en œuvre, en fait. C'est-à-dire que, et c'est exactement ce que Yarbad expliquait, c'est une manière un peu de claquer la porte au nez aux Iraniens et de dire que c'est de la symbolique, mais c'est de la symbolique qui a une grande portée. Dans les faits, c'est là où c'est plus intéressant faut aller regarder les faits. Là, je regardais tout à l'heure sur les actualités de l'Union européenne. Aujourd'hui, février 2026, on a 50 entités sanctionnées, dont la majorité ont été sanctionnées depuis 2021. Depuis 2021 et avec une très très grosse partie d'organisations et d'entités sanctionnées depuis 2023. Donc après les manifestations de 2022, après Femmes, Vie, Liberté. Dedans, le corps des gardiens de la Révolution islamique est déjà sanctionné en tant qu'entité. Les prisons, on parle des villes, on parle de prisons, sont sanctionnées. Les agences de presse, les forces de Mais l'ordre. c'est-à-dire quoi concrètement? Eh ben alors, Je peux le dire. La prison des villes est sanctionnée, c'est-à-dire, oui. En Suède, on a pu, c'était le directeur de la prison des villes, en étant en voyage en Suède, Mhm. le transit, il s'est fait arrêter, il est en prison. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, Un effet. les sanctions sont directement appliquées aux personnes qui sont rattachées à ces entités. Donc, Donc, en fait, on ils a peuvent pas 200. sortir de chez vous. Ils sont bloqués, mais par contre, la conséquence, c'est la conséquence, c'est qu'ils deviennent tous diplomates. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Non, mais ça aussi, c'est un enjeu. Mais en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que là, on a cette actualité qui fait la une de la presse et donc qui donne l'impression que des choses vont changer comme si demain, d'un coup, comme si c'était nouveau que les gardiens de la Révolution étaient sanctionnés. Ce n'est pas le cas, en fait. Ils le sont techniquement par les sanctions européennes depuis Sauf 2023. que là, c'est unanime. C'est la première fois. Oui, oui, sauf que là, c'est unanime. Quelques pays à l'époque. Parce que là, elles sont inscrites dans les sanctions de l'Union européenne, mais là, l'idée, c'est de l'inscrire à L'organisation. Donc, c'est. Ouais, sauf que. sur la liste des organisations terroristes. Si c'est effectif, ça va changer les choses quand même. C'est Oui. comme, par exemple, pour les entreprises, quand j'étais par exemple en Iran, les entreprises françaises, elles travaillaient avec des entités économiques qui avaient des capitaux liés à des entités des gardiens de la Révolution. Aujourd'hui, c'est comme la Farge en Syrie avec Daesh, qui est un phénomène connu. Là, une entreprise qui va commercer avec un groupe terroriste pourra être mise en cause, vous voyez. Donc ça a des effets, par exemple, les réseaux d'influence des gardiens de la Révolution sur le sol européen pour influencer les journalistes, les chercheurs. J'ai la Si des chercheurs, des journalistes ont des contacts avec des gardiens de la Révolution, ils pourraient être accusés de collaborer avec une entité terroriste. Donc ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas que symbolique. Il y a la réponse policière, parce que le contre-espionnage français aura des outils pour lutter, parce qu'ils sont présents, Irbod a expliqué, sur le sol européen. C'est-à-dire la force Al-Quds des gardiens de la Révolution est présente à Paris. Bien sûr. Donc il faut bien comprendre ça. Il y a les attentats dans les années 80, c'était les gardiens de la Révolution en France. Aux États-Unis, Masih Alinejad, l'activiste qui a été visé, Salman Rushdie récemment,
après 1989. Donc, on voit qu'ils ont des capacités d'action qui ne se limitent pas au territoire iranien. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce débat et cette clarification européenne. Mais après, ils ont suivi d'autres États qui avaient déjà classifié, donc l'Australie, les États-Unis, des États du Golfe. Donc, il y a plusieurs États qui avaient déjà considéré cette entité comme une organisation terroriste. Donc, ils s'inscrivent aussi dans un mouvement plus global. Et donc, effectivement, plus ça s'étend, plus ça produit des effets, même si on ne les voit pas, qu'on n'est pas tout de suite capable de les mesurer, Voilà, c'est qu'il ça. y a du temps, que c'est des processus longs. Mais je peux vous dire, par rapport aux années 90, la situation est très différente aujourd'hui. Et c'est parce que il y a un corpus juridique qui s'est constitué. Donc le début, c'est 1984. Pour les États-Unis, c'est la République islamique d'Iran devient un État sponsor du terrorisme. Et donc ça, c'est un basculement juridique de la norme qui s'étend par Après, c'était l'extraterritorialité des lois américaines aussi, déjà. Donc il y a quand même des effets, des décisions politiques en termes de droit. On ne peut pas dire qu'elles sont sans effet. Après, je peux quand même dire que je m'étonne que beaucoup de gens bien intentionnés qui ont aidé à Khomeini à s'installer en Iran, ils n'avaient pas lu son livre, hein. Parce que tout ça, il l'avait écrit dans son livre, hein. Donc, la Constitution sort direct du livre. Donc, Pendant qu'on fait la transition question, je me permets de préciser hein, que évidemment il y a des actions concrètes. C'est juste que moi je tends à dire démystifier l'impression que la presse donne comme si c'était la grande nouveauté. Ce n'est pas la grande nouveauté. C'est ça que je veux ça fait vraiment tellement préciser. plaisir à la diaspora et aux gens de se dire qu'on a fait quelque chose. En fait, c'est une certaine manière de dire ça, mais en réalité, il y a des actions concrètes qui sont mises en œuvre depuis 2011, depuis 2013, et il y a eu un énorme flot d'actions, notamment contre les entités, et notamment contre les gardiens de la Révolution, depuis 2021, depuis 2023. C'est surtout ça que je voulais dire. Voilà, mais pas en termes d'action. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence, franchement très très éclairante sur la question de l'Iran. Vraiment, merci beaucoup. Euh, j'ai une question que j'ai eu du mal à tourner, j'espère que je vais être clair. Euh, Elle parle pas. J'aimerais un peu savoir, avoir votre avis, avoir vos impressions sur à quel point la société iranienne est aujourd'hui fomentée, notamment sur le plan politique et militaire, par des unités étrangères. On a vu, là, pour les manifestations qui ont eu lieu depuis décembre 2025, et surtout, vu les ampleurs, le nombre de villes qui ont été touchées, le nombre de manifestants dans les rues qui se comptaient en plusieurs millions, voire dizaines de millions, si on accumule tous les chiffres, que c'était parmi les plus grandes manifestations du pays depuis quasiment 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a beaucoup de rapports qui ont fuité sur Internet, dont on n'a pas vraiment la source directe, qui disent qu'il y a des agences de renseignement, par exemple israéliennes, par exemple américaines, par exemple même peut-être saoudiennes, qui auraient envoyé des agents sur place en Iran, qui auraient aidé ou qui auraient poussé en tout cas les manifestations à grossir, ou au moins le pouvoir à réagir de manière de plus en plus épidémique, pas face à l'ampleur des manifestations. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus et notamment, pour rebondir sur ma propre question, également par rapport à quel point le système intérieur, le système politique et militaire iranien est lui-même fomenté par ces unités étrangères, parce qu'on a Infiltré, vous voulez dire. Infiltré. pardon, Oui. infiltré, vous avez raison, infiltré notamment parce que quand on a vu par exemple les frappes israéliennes qui ont eu lieu il y a l'année dernière, voilà, sur les institutions nucléaires iraniennes, et qu'on a su par la suite que c'était via des informations du Mossad qui avaient infiltré directement les appareils militaires et politiques iraniens. Vous regardez quoi comme site internet? Je lis un peu de tout pour être tout à fait honnête. Je n'affirme rien qu'on soit bien d'accord. Non, je me posais la question. Je demande de m'informer de manière éclairée. Oui, non, mais la question est intéressante parce que quelque part, et ne prenez pas ça comme une attaque directe. C'est un peu, j'allais vous dire d'aller regarder une ou deux chaînes, vous aurez cette information du matin au soir. Donc, le problème, c'est entre l'information et la désinformation sur Internet, on a très peu de sources en réalité. Je peux vous montrer, nous, par exemple, on en avait marre, on a créé un outil aujourd'hui qu'on transmet avec notre association qui permet aux gens de nous envoyer les images réellement, géolocalisées, eurodatées, pour faire des surfausées. Et ces images-là, on sait qu'au moins, personne ne les a truquées. C'est parce qu'on en avait marre d'avoir des choses qu'on passait, qu'on se rendait compte que, en fin de compte, c'était truqué d'un côté et de l'autre. Donc, par contre, il y a des réalités. Depuis 2009, à chaque fois, il y a plus de monde dans la rue. Il y a des réalités. C'est que si ça avait été très organisé, si organisé que ça, ils auraient peut-être été armés, les gens.
voyez? Donc, on ne voit pas des gens aller se faire tuer. Je pense sincèrement que ce qui s'est passé avec aujourd'hui, le taux maximum d'inflation en Iran dépasse de 40% le taux maximum du seuil maximum admis par les instances internationales. C'est-à-dire que on a cette blague, vous rentrez dans un restaurant, vous payez en avance parce que vous pensez que vous pourrez payer 40% plus cher en sortant. Donc, si vous voulez, c'est juste que la situation, on parle de la situation des droits de l'homme, mais il y a très peu de personnes qui détiennent toutes les richesses et les gens ils aspirent à autre chose. Et donc, à chaque évolution, révolte, chaque étincelle, c'est de plus en plus gros. Et cette fois-ci, à mon avis, si ça avait été si organisé, les gens ont été armés. Maintenant, il existe une population de confession juive en Iran depuis longtemps. Je vous rappelle que Cyrus le Grand a libéré le peuple juif et a permis de bâtir à nouveau le temple. Donc, et d'ailleurs, la Constitution autorise la pratique de la religion juive en Iran. Ce qu'il n'autorise pas, c'est de se convertir quand on n'est pas né de mère juive, si vous voulez. Donc, franchement, je ne peux pas répondre à une question qui est plus liée à des choses qu'on saura certainement dans 30 ans. Parce que c'est, vous savez, toutes les guerres ou tous les conflits ou toute géopolitique qu'on analyse, les chercheurs derrière vont regarder dans cette chaîne de petites choses, des petits gestes, vous savez, l'effet papillon, et vont a posteriori nous dire qu'en fait compte qu'il y avait ci ou ça. Quand Israël dit c'est nous derrière les beepers, ça sert à quoi? Ça sert aussi à donner de l'influence, à dire attention, vous êtes en sécurité de nulle part. Maintenant, vous dire s'ils étaient en Iran à ce moment-là et c'est eux qui ont fait ça, bah, franchement, c'est qu'ils ne sont pas si doués que ça, hein. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de morts. Ils ne sont pas si doués que ça, vu de l'extérieur. Donc je pense que c'était vraiment un mouvement spontané qui est certainement de renseignements à l'intérieur, etc., pour avoir les frappes. Et puis d'ailleurs, ils ne se cachent pas, ils ont dit qu'ils avaient des gens à l'intérieur. Mais très clairement, je pense qu'on ne peut pas rabaisser le niveau, c'est pas le sentiment, c'est pas ce que vous avez dit, mais je pense qu'on ne peut pas rabaisser le niveau du ras-le-bol et de la motivation de ces personnes qui vont se faire tuer dans la rue. Vous savez, dans le bazar dans un bazar, c'était Machad, c'est ça? Non, c'était un Rasht. Rasht. Les gens étaient dans le bazar, ils sont voulu sortir. Il y avait le FAP qui était derrière qui leur tirait dessus. Ils sont rentrés dedans pour se faire tirer dessus, ils ont foutu le feu, ils sont tous morts. Donc, si vous voulez, on peut pas, voilà, on peut pas imaginer que des gens comme des moutons sans conscience ont fait ça, même si peut-être qu'il y a eu un déclenchement. Mais le fait, c'est qu'ils en ont ras-le-bol. En fait, juste pour compléter, c'est qu'il y a la guerre informationnelle. Donc, si vous êtes pris entre deux feux, c'est-à-dire d'un côté, il y a le régime iranien qui dit c'est le 13e jour de la guerre de 12 jours. Voilà. Donc ça, c'est le discours officiel. Et à chaque mouvement populaire, ils trouvent des boucs émissaires et ils inscrivent ça dans le combat géopolitique contre Israël, les États-Unis et les États européens, d'où la diplomatie des otages. Parce que c'est d'abord que vous avez la déclaration du ministre des Renseignements iranien qui va lister un certain nombre de pays, la France, l'Angleterre, même l'Espagne, pour Femmes et Libertés, l'Italie, bon, Israël, les États-Unis. Et ensuite, vous avez une liste d'arrestations. Et c'est des détenteurs de passeports de ces pays. C'est pour ça qu'on parle d'otages. Donc vous avez ce phénomène-là. Donc eux, il y avait donc une guerre informationnelle de ce côté-là qui alimente ce discours sur la conspiration finalement, fomenter des complots. Donc la République islamique produit ce discours, l'alimente, et les centres d'histoire, contrairement à ce qu'on fait avec Louise à Montpellier, ne sont pas là pour déconstruire les théories du complot en Iran, mais au contraire les promouvoir. Donc les historiens qui travaillent dans le cadre du régime iranien ont pour mission de promouvoir les théories du complot. C'est important à comprendre parce que c'est quelque chose qui est travaillé par la République islamique depuis le début, depuis les discours de Khomeini, hein. Donc c'est une grande continuité. Et de l'autre côté, vous avez l'administration Trump ou l'État israélien qui vend sa politique et qui dit, regardez, c'est ma politique qui produit des effets. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet, parce que quand vous déployez une armada comme le fait Donald Trump, ou que vous appelez les manifestants à sortir dans la rue, ou que vous avez le prince héritier, donc le principal mouvement d'opposition à la République islamique, qui lance un appel qui est suivi par des manifestants, vous avez des télés par satellite, vous avez une capacité aussi de l'extérieur de refléter les positions de l'intérieur. Mais ce n'est pas
fabrication d'une opinion publique. Parce que aussi, vous avez ici des discours un peu idéologisés, on pourrait dire en quelque sorte, qui disent c'est Iran international, c'est Manoto, qui produisent l'opinion publique iranienne. Comme si les Iraniens avaient besoin de la Voilà. diaspora pour penser ce qu'ils pensent. Et s'ils préféraient le discours de la République islamique, ils regarderaient la télévision nationale de la République islamique. Alors, on constate que depuis plusieurs années, moi j'ai travaillé sur ces questions des télévisions par satellite, parce que quand j'habitais en Iran, c'était déjà le sujet, dans les années 2000, que les Iraniens préfèrent s'informer à travers des médias d'Iraniens en exil. Et ces médias, certes, peuvent être financés par des puissances étrangères, ou par des intérêts, ou des Iraniens à l'étranger, mais ils sont produits par des journalistes iraniens. Et donc là aussi, il y a cet Iran global qui a émergé. Et donc, c'est la rencontre, en fait, entre les Iraniens de l'intérieur et les Iraniens de l'extérieur. Mais c'est vrai que les orientalistes ont tendance à opposer. Donc, ils aiment bien dire, oui, c'est un projet israélo-américain de l'étranger. Parce que ça vend aussi, tout simplement. Vous voyez, même des chaînes de télé officielles, comme LCI, pour ne pas la nommer, passe son temps à parler de l'Iran à travers des anciens espions, des futurs espions. Bon, c'est alimenté Clément, parce que ça vous racontez ça dit des fantasmes. une histoire réelle, une histoire réelle. J'étais jeune en Iran. Je regardais Flash Gordon à la télé à l'époque. Vous voyez, et on avait eu la Mir Thompson qui arrivait sur la télé. On avait une Mir Thompson qui arrivait. Et puis après, on avait le discours de Khomeini en direct qu'on le voyait sur toutes les chaînes. On ne pouvait pas bouger. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas changer de chaîne. Et nous, on était là. Et puis après, les gens dans la nuit disaient oh, on l'a vu dans la Lune. Et vous voyez, c'est la construction de l'image, de toutes ces choses-là, c'est pas nouveau. Moi, je l'ai vécu. Je regardais le dessin animé, Flash Gordon, je suis comme ça, comme un enfant. Puis d'un coup, qui c'est celui-là, ce barbu, là, qu'est-ce qu'il fout devant la télé? Il est où Flash Gordon? Et on changeait les chaînes, c'était pas un problème de télé, c'était déjà de l'influence. Donc, si vous voulez, il faut juste appuyez-vous sur des éléments objectifs. Et les éléments objectifs avec la désinformation, la force de la désinformation aujourd'hui, la seule chose, c'est d'écouter les gens dans la rue. Quand ils foutent un drapeau, quand ils mettent des drapeaux devant l'université de Téhéran israélien pour que les jeunes marchent dessus et que les jeunes marchent à côté, ils refusent de marcher dessus, vous vous dites, et que c'est les jeunes qui nous envoient les images, vous vous dites, ils veulent faire passer un message. Vous voyez? Et moi, je dis toujours de toute façon que c'est le cinéma qui vous apportera vraiment les informations nécessaires. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. C'est-à-dire que moi, je pose toujours en fait l'image médiatique à travers l'image cinématographique parce que en fait, Le débat. et voilà, et en fait, après, il faut décortiquer, il faut réfléchir à voir en fait qu'est-ce que le film est en train de nous dire. Mais au moins, on sait que ce que dit en fait un cinéma socio-réel, c'est proche en tout cas de ce qui s'y passe. Après, il manquerait sûrement des informations, mais en tout cas, le cinéma, pour moi, depuis toujours, a été là pour contrer un peu une forme d'image unilatérale qu'on voit dans les médias par rapport au timing. Donc aujourd'hui, ils vous diront ça. Dans les années 80, vous voyez que des Kalachnikov en fait dans les médias français, tandis qu'en Iran était autre chose. Vous voyez, d'ailleurs, c'est pour ça qu'Kiarostami a été tant aimé, parce qu'il a montré autre chose. Il a aussi montré des villages paisibles, le fait qu'il n'y avait pas que la guerre partout, que les gens n'étaient pas tous fanatiques, etc. Donc, je pense que pour faire son propre opinion, il faut varier, en fait, les canaux et arriver vraiment à comprendre ce qui se passe. Parce que si vous vous focalisez sur ça, et que sur, disons, la parole médiatique, c'est compliqué. Vous savez, quand vous étiez en train de poser cette question qui est tout à fait légitime, j'étais en train de me dire, il faut aussi se donner les priorités parfois dans les moments cruciaux de l'histoire. On n'est pas dans un moment normal. Peut-être que pour un Européen aujourd'hui, c'est très normal. Mais ce qui se passe en Iran, ce n'est pas normal. Et donc, comme ce n'est pas normal, il faut prioriser la réflexion et les questions. Vous voyez, vous pensez que les Iraniens, les parents qui ont tué leurs enfants, ils se posent la question de est-ce qu'il y a eu un agent de Mossad entre la manifestation? Ce n'est pas une parole d'aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait attendre et poser les choses. Après, je ne suis pas du tout spécialiste de la géopolitique, j'ai un avis personnel, mais vous voyez, qui est génial. il faut donc... Tu peux passer à la télé si tu as un avis.
C'est le début d'une nouvelle carrière. Vous voyez, l'histoire, Quand même en miroir, ce que tu dis, ce qui est important, c'est qu'en miroir, vous savez, nous, tous les Iraniens de la diaspora, on a souffert de Jamais sans ma fille. Tous. Ce bouquin de Jamais sans ma fille, Ah oui. tout le monde me regardait en disant, est-ce que c'est vrai qu'en Iran, on fait ça avec les enfants? Oui. Vous savez ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'on mange des cafards? Parce Parce que qu'on dans mange des cafards. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait en Iran? Ouais. la recette, c'est des cafards. Est-ce que vous avez vu est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait en Iran? Ils ont créé un reportage, un documentaire sur l'affaire Grégory, pour dire qu'en France, on fait ça avec les enfants. La Ouais, c'est contre-influence, c'était ça. Mais c'est ça, La il faut... contre-influence, c'est ça. Mais ça, il faut regarder également donc, l'IRNA français ou donc, les médias Bien sûr. iraniens à destination de la France et la manière dont ils abordent les Oui. sujets d'actualité français Mm. et la transformation de certains faits, ça c'est vraiment assez intéressant, quoi. Mais ce qui est aussi, pour revenir un peu à l'image, quand on parlait des médias en Iran, etc., On va terminer. ils n'ont pas pu, en fait, la télévision iranienne, qui est la télévision de la propagande, n'a pas pu faire ce qu'ils voulaient faire. C'est-à-dire qu'ils ont échoué Non. dans la désinformation et dans la propagande. Et ça parce que il y a des artistes, il y a des gens à côté, il y a la société civile, il y a des gens qui essayent d'écrire, etc., dans les journaux de plus ou moins libres en Iran ou pas. Mais ça, c'est très intéressant parce que personne, à part les quelques adeptes, en tout cas du régime, Il y en a. Il y en a. n'ont jamais cru, en fait. Et d'ailleurs, tout ce qu'ils font maintenant, c'est lié à leurs fans, entre guillemets, pour garder, je pense, cette Leur petite... clientèle, oui. Par exemple, quand ils font comment on appelle ça? Quand on amène quelqu'un et il doit dire des mensonges. Confession forcée. Des confessions forcées. Des aveux forcés. Il y a que les quelques pourcents. Ils le font maintenant que pour leurs fans, parce que personne ne croit, à part les gens qui adhèrent. En fait, voilà. Donc, toutes les confessions forcées, maintenant, c'est devenu, en plus, c'est nouveau, les confessions forcées écrites. Donc, sur Instagram, en fait, il y a le pauvre monsieur très connu là, qui vend des sucreries. Et en fait, comme il a été aux côtés du peuple, c'est quelqu'un de très connu, il a été obligé d'écrire en fait un texte sur Instagram en s'excusant et en disant qu'il a eu tort et qu'il va aller à la manifestation pro-régime, etc. Et tout le monde croit, à part les quelques personnes qui va rassurer, ça disant ah oui. En Iran, ils ne le croient pas, hein, ils le savent. Bah, C'est à l'extérieur qu'on le Donc croit. voilà, la propagande ne marche pas chez les Dernière Iraniens. question. Bonjour, je vous remercie pour cette conférence très intéressante et juste une petite question. Selon vous, comment la crise iranienne pourrait-elle évoluer et quand pourrait-elle se terminer? Et pensez-vous également qu'elle puisse avoir des conséquences sur les pays de la région et si oui, sur quelle forme? Merci. Ces 4 questions-là, allez-y. Moi, j'ai une réponse super courte. Ah, ça, c'est bien. Si l'Iran On a accepte. la bombe atomique, ça change toute la géopolitique mondiale. Et si l'Iran se renforce, et plus on perd de temps et plus il va se renforcer, ça change toute la géopolitique internationale. Maintenant, si l'Iran devient un pays démocratique, ça change aussi toute la géopolitique internationale et ça devient un vrai moteur. Donc c'est un enjeu. Oui. Ils ont un pouvoir de nuisance qui me paraît énorme aujourd'hui et d'influence énorme, et que si cette crise arrive à se transformer, et moi je suis sûr qu'elle va se transformer parce que la population n'en veut plus du tout. Donc à un moment donné, en plus ils sont exsangues, il n'y a plus à manger, à boire. Donc ça va se changer. La question c'est comment, par une transition ou par la violence? C'est juste ça. Et les conséquences sur les pays de la région? Stabilité. Ok, Ça merci dépend où beaucoup. ils sont bons. S'ils se barrent ailleurs avec leurs armes. Merci beaucoup. Et donc, je vous invite à revenir à l'IREMO rapidement.